Bonjour, bienvenue chez Grain d'Orge, un des spécialistes du traitement de surface. Alors nous démarrerons avec Alexandre Sobo pour parler d'industrie, puis nous aurons un débat sur le développement durable et plus particulièrement sur l'industrie circulaire. Ensuite, nous terminerons cette visite chez Grain d'Orge. En attendant, rendez-vous avec Alexandre Sobo. Bonjour Alexandre Sobo. Bonjour. Merci de nous recevoir. J'espère qu'on va avoir un rendez-vous aussi fructueux que la dernière fois. J'étais parti avec la banane, j'allais dire. Donc là, on est à la fin d'un premier semestre, en fait, le premier semestre 2021. Déjà, l'activité industrielle, ça donne quoi ces temps-ci? Écoutez, il faut dire que l'activité industrielle est bonne. Le moral des chefs d'entreprise en France et en Europe ont retrouvé des niveaux supérieurs à ceux qui étaient avant le début de la crise sanitaire. On le voit aussi avec toutes les tensions d'appro, pénurie, augmentation de prix. Tout ça, c'est aussi le reflet d'une activité qui repart. Après, il faut bien voir que l'activité industrielle en Europe a quasiment retrouvé son niveau d'avant la crise. Maintenant, quand on regarde le monde, c'était déjà dès la fin de l'été dernier, donc on est quand même un petit peu en retard. Et puis en France, on est un peu derrière la moyenne de l'Europe, et notamment, je pense, pénalisé par le gros poids de l'aéronautique dans notre activité, qui voit des perspectives s'améliorer, mais qui est quand même encore aujourd'hui à des niveaux sensiblement inférieurs à ce qui était avant le début de la crise. On est sur la bonne courbe quand même. Clairement, on est mais finalement comme dans toute sortie de crise sanitaire. La question, c'est pas qu'est-ce qui va se passer, c'est quand on en sort. Il semblerait que tous les travaux sur les vaccins, la diffusion de la vaccination, le retour d'une forme de morale, et puis de l'autre côté, toutes les mesures prises par le gouvernement, les gouvernements, pour assurer le bon financement de l'économie, la préservation du tissu économique, en particulier industriel, tout ça crée les conditions d'un rebond assez fort, et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. En termes d'investissement, on a la même chose, les industriels investissent, ça y est, c'est reparti aussi là-dessus. On le voit aussi très clairement, normalement dans une crise de ce type, l'investissement reste déprimé au moins 2 ans, et là, dès 2021, on anticipe un rebond de l'investissement d'au moins 10%, entre 10 et 15%, et forcément, ça a été le fruit à la fois du rebond de l'activité, mais aussi de toutes les mesures de soutien à l'investissement et au financement des entreprises qui ont été prises l'an dernier par le gouvernement français. En termes d'emploi, on a quand même l'impression que c'est peut-être un peu plus difficile à démarrer, ou peut-être qu'il y a un retard, je sais pas, un retard à l'allumage, non? Dans cette crise, finalement, l'industrie française a détruit très peu d'emplois. On a, avec les outils chômage partiel, APLD, et puis notre expérience du passé, on a fait beaucoup pour essayer de préserver nos compétences et être en situation de redémarrage. Donc, comme ça a peu baissé, finalement, c'est normal qu'au rebond, il n'y ait pas un rebond très violent, même si les chiffres de mai sont quand même excellents et le taux de chômage du premier trimestre qui vient d'être publié montre bien qu'on est dans un environnement favorable. Maintenant, les sujets qui restent pour nous industriels, c'est les compétences, c'est les tensions sur le marché du travail. Finalement, les gens qu'on avait du mal à trouver avant la crise, on est revenu à des niveaux assez proches, on ne les a pas inventés, donc ces tensions aujourd'hui sont des sujets qui hantent le quotidien de nos chefs d'entreprise pour accompagner le redémarrage. Oui, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas forcément à trouver les compétences, quoi. Exactement. Et donc, tout le chantier, on a tout un chantier, non pas qu'on avait mis entre parenthèses, mais qui avait été un peu moins criant ou un peu moins difficile pendant cette période de crise et qui, dès qu'on retrouve une activité normale, reprend toute son actualité. Et il faut travailler sur comment on incite les gens à venir dans les filières en tension, comment on travaille encore plus l'attractivité de nos métiers industriels, comment on donne envie à tous ces jeunes, en particulier les jeunes filles, de venir travailler dans l'industrie, pour répondre à la fois à nos besoins en compétences et à tous les objectifs qu'on s'est donnés dans les prochaines années. Alors, dernier chiffre sur les résultats d'exploitation. On parle beaucoup aujourd'hui de comparatifs entre cette même période en 2019 et celle d'aujourd'hui en 2021. Au niveau des résultats d'exploitation, est-ce qu'on peut comparer? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, on a des chiffres sur l'année dernière. Et dans l'industrie, on a observé une baisse de plus de 20% du résultat d'exploitation sous l'effet des fermetures, de la baisse d'activité. Donc, j'allais dire, personne n'est surpris, même si le trou est quand même important. Quand on essaye de regarder les premières tendances sur le début de l'année, on voit qu'on se rapproche de ce qu'on connaissait avant. On est encore un peu en dessous parce que malgré les effets sur les impôts de production qui sont évidemment positifs, on a d'abord une activité qui est encore un petit peu inférieure et puis on a beaucoup de tensions sur les matières premières, les appros, les prix. Et tout ça, même si certains arrivent à le répercuter à leurs clients, ça prend du temps et ça pèse un petit peu encore. Ouais, justement, c'est la question que j'avais envie de vous poser là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'approvisionnement, des prix qui augmentent. Comment on peut gérer les retards de livraison, quelque part, qui sont induits par ça? Comment on peut répercuter les augmentations de prix
C'est un sujet complexe, non? Ah, c'est un sujet complexe qui va dépendre de chaque secteur, même de chaque industriel dans son positionnement par rapport à ses clients et à ses fournisseurs. Quel impact direct il reçoit, quelle est sa capacité à transférer les hausses de prix qu'il subit à ses clients. Et puis surtout ce qui va être les tensions d'appro, on sait que quand la machine se remet en marche, ça met un petit peu de temps. Donc on est, j'allais dire, tout ce semestre, on est dans la période où c'est un peu normal qu'avec le violent rebond qu'on a connu, il y ait des tensions ici ou là. En revanche, ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est que quand on écoute les uns et les autres, dans un certain nombre de secteurs, ils ne seront pas du tout résorbés à la rentrée. Et je pense aux semi-conducteurs, mais pas que, où on parle de pénuries qui vont durer au moins jusqu'à l'été 2022. Donc on voit bien qu'on est dans un environnement contraint, avec des sujets qui reposent des questions autour de la souveraineté, de ce qu'on veut faire, de qui on veut être dépendant. Quand on regarde aujourd'hui les mesures que prend la Chine sur l'acier, pour limiter les tensions sur les prix de l'acier en Chine, pour préserver sa compétitivité, les Chinois ont fortement réduit, à travers des taxes ou des interdictions d'exportation, leurs exportations d'acier en dehors de Chine. Et la Chine, c'est plus de la moitié de la production d'acier du monde. Donc en fait, l'Europe et les États-Unis sont quelque part victimes de ce qu'on connaît depuis le début, c'est-à-dire quand la Chine a à choisir entre la Chine et le reste du monde, elle choisit la Chine comme nous, on choisirait l'Europe ou la France. Oui, donc on a vraiment un problème de dépendance, que ce soit sur la sidérurgie, sur les plastiques, sur les composants. Enfin, c'est vraiment une réflexion globale qu'il faut avoir là-dessus. Cette crise a mis en exergue le fait que dans les moments de tension, il y a un repli sur soi tout à fait compréhensible, que les gens ont des partenaires stratégiques et quand ils ont à choisir, ils choisiront d'abord leurs partenaires stratégiques. Et finalement, on se pose la question de quelle est la vraie place de l'Europe dans ce monde-là. Est-ce qu'elle est suffisamment puissante ? Et est-ce qu'elle est suffisamment respectée pour ne pas être le laisser pour compte dans ces périodes de tension, hein. Louis Gallois a une très belle formule quand il parle de souveraineté, c'est pas de tout faire, mais c'est de faire suffisamment de choses, suffisamment bien, pour être respecté par votre interlocuteur. Et donc il faut absolument que l'Europe se pose la question de ses points de force, qu'ils soient géostratégiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient de marché, et qu'elle soit prête à l'utiliser pour que dans ces périodes de tension, on soit respecté comme la Chine et les États-Unis. Alors après notre échange, on aura un débat sur l'industrie circulaire, sur l'économie écologique, etc. Est-ce que les industriels français sont dans la bonne phase au niveau de la décarbonation? Est-ce qu'ils avancent correctement? Écoutez, face à ce sujet, il faut être humble et reconnaître que, vu l'urgence climatique et vu les évolutions, on ne fait sans doute pas assez et qu'il faut continuer à faire plus. Et c'est vraiment aujourd'hui la préoccupation de tous les industriels français. Mais il ne faut pas oublier tout ce qu'on a déjà fait et d'où on part. La France a divisé par deux, l'industrie française a divisé par deux ses émissions de carbone depuis 1990. Donc c'est quand même un vrai résultat. Aujourd'hui, la France a l'euro de PIB le plus décarboné des grands pays développés. Et on a presque un tiers de moins que les Allemands. Donc on voit bien qu'il y a déjà beaucoup de choses de faites. Et puis on a autour du CNI avec nos filières, on a identifié les filières les plus émettrices, on travaille avec elles. Donc aujourd'hui, si on prend la chimie, la métallurgie et le ciment, qui sont trois grandes filières émettrices, elles ont des plans à 2030 pour baisser de 25 à 30% leurs émissions de CO2. Donc il se passe plein de choses, les industriels sont engagés et veulent apporter des réponses. Après, il y a des sujets de prix, il y a des sujets de soutien. Donc, il y a eu dans le cadre du plan de relance des guichets et des instruments pour aider à la décarbonation. Il y a tout un tas de travail qui se fait. Dans l'industrie, en fait, le sujet, c'est comment est-ce qu'on décarbone la production d'énergie, la production de chaleur. Donc, on a un sujet prix. Pourquoi est-ce qu'on utilisait des énergies fossiles? Parce que c'était simple et pas cher. Donc si on veut faire autrement, il faut une solution alternative qui fonctionne autour de l'électricité ou des énergies du biogaz et des énergies dites vertes. Ça, c'est le premier sujet. Et puis, il faut aussi se poser la question du prix, parce que si c'est décarboné, mais que c'est 50% plus cher que le carboné, si nos voisins font pas pareil, on va vite se retrouver marginalisé parce que pas compétitif. C'est vrai que le ROI est plus difficile à calculer. En instantané, oui. Et donc, on a derrière tout un tas de sujets autour de la diplomatie carbone. On a parlé de la taxe carbone aux frontières, on a parlé du MACF autour de l'Europe. Oui, justement, c'est un frein ou un atout pour la France? Parce que vous avez été positif. Enfin, visiblement, la France est bien engagée à avancer.
ça devient un avantage concurrentiel au niveau mondial, ou ça peut devenir un frein, justement, ce que vous souleviez, c'est-à-dire des pays qui seront peut-être moins regardants. Si on ferme, enfin, s'il n'y a pas une taxe ou quelque chose, on va perdre des parts de marché, peut-être. Il n'y a pas de réponse absolue, c'est-à-dire c'est un équilibre entre la volonté des consommateurs et l'évolution de notre environnement pour être plus décarboné, plus socialement responsable. Et on voit une pression dans ce domaine qui vient de l'Europe, qui vient des consommateurs, qui vient des marchés financiers, des investisseurs. Donc on voit qu'il y a une pression qui s'exerce sur nous. Et donc le fait qu'on soit en avance et capable d'y répondre est une bonne chose. Maintenant, si ça se fait au prix d'une perte massive de compétitivité, il y a un moment où on ne sera plus au bon point d'équilibre entre ce que les gens sont prêts à payer ou ce qu'ils nous demandent et ce que nous, on est capable de faire. Donc c'est la surveillance de ce bon point d'équilibre qui doit être aujourd'hui une de nos priorités. Et c'est tout le travail qu'on fait à France Industrie dans le cadre du CNI avec nos filières, avec nos branches, pour être sûr qu'on a trouvé une trajectoire ambitieuse, mais une trajectoire qui ne se traduise pas finalement par moins d'activité, donc plus de chômage en France et le carbone ailleurs. Hein. Parce que ça serait le pire. Oui, c'est ce qu'il faut éviter, c'est mettre le balancier au bon endroit. Exactement, et regarder ce que font nos voisins. Alors il y a nos voisins en Europe. Là, il faut regarder les Allemands qui ont fait le choix d'arrêter le nucléaire. Ils ont une production d'énergie qui est beaucoup plus carbonée que la nôtre. Donc au fur et à mesure qu'eux vont la décarboner, ils ont une capacité de baisse qui est plus forte que nous. Mais ils ont une capacité de baisse qui est plus forte que nous parce qu'ils partent de beaucoup plus haut. Donc il faut aussi, dans toute cette discussion européenne, que le point de départ soit bien pris en compte. Quand la France a une telle part d'énergie nucléaire totalement ou très largement décarbonée, sa marge de progrès dans ce domaine est beaucoup plus faible que nos voisins allemands qui ont encore beaucoup de charbon. Et je ne parle pas de nos amis polonais qui, eux, ont plus de la moitié de leur énergie qui est produite à base de charbon. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte en Europe pour ne pas se tromper quand on donne des objectifs et que la trajectoire de décarbonation, ce ne soit pas finalement une trajectoire de désindustrialisation de la France, parce que ça, il n'y aurait pas pire, et nous, on y sera très vigilants. Et puis quand on sort de l'Europe, c'est qu'est-ce que font l'Amérique et la Chine, et comment on préserve des conditions équitables de concurrence entre ce qu'on veut faire chez nous et ce que font nos grands voisins. Écoutez, je vous remercie en tout cas, mais visiblement, le sujet est important. On va avoir un débat maintenant sur l'industrie circulaire, comme je vous le disais. On va voir les différents modèles d'industrie circulaire, mais surtout, on va être dans l'application. On va parler d'industriels qui fabriquent des chaises, qui fabriquent de la moquette, qui ont des outils de fauchage d'herbe et qui font du rétro-manufacturing. Donc la France est aussi en avance sur ce sujet-là. Ah, mais je suis sûr qu'on trouvera de formidables exemples de l'imagination, de l'intelligence de notre industrie qui montrent que quand on pose bien les questions, on y trouve toujours des réponses. C'est un moyen d'ailleurs de faire évoluer son modèle économique, comme on va le voir dans ce débat. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous, comme vous avez pu l'entendre précédemment, Alexandre Sobo vient de nous confirmer l'importance d'aller vers la décarbonation et la transition écologique. Alors sur ce sujet, tous les acteurs sont soit au rouge, soit au vert. En fait, ça dépend quelle partie du carrefour on se trouve. D'un côté, tout est rouge. La période Covid nous a montré la vulnérabilité des approvisionnements, la rigidité de nos supply chains, une génération montante qui montre la destruction de l'environnement, une perte d'attractivité des entreprises, des réglementations contraignantes, bref, rien ne va plus. Puis à 90 degrés de carrefour, tous les feux sont verts, une occasion rêvée de se repositionner, de trouver de nouveaux marchés, de repenser son design produit, son métier, en fait de sortir de sa zone de confort. Alors pour cela, il va falloir se remettre en cause et l'industrie circulaire est l'une des solutions à explorer. Pour parler de cette circularité, je reçois 3 invités. Roxane Perrault-Fournier, directrice du développement et des affaires publiques de l'entreprise Les Manufactures Février. Christophe Bachmann, directeur général de Noremat. Et puis Grégory Richat, associé chez OPO Conseil. Grégory, je commence par vous parce qu'en fait, OPO vient de sortir ou de publier une étude sur le sujet. Ça se nomme de mémoire Pivoter vers l'industrie circulaire. C'est un beau titre et c'est peut-être pas aussi simple qu'on le pense. Donc, on va essayer de voir quel modèle, comment y aller. Et avant, j'ai envie de poser une question un peu sur le diagnostic. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que la quasi-totalité des entreprises en 2021 sont pas en fait sur un modèle de production linéaire? Et peut-être démarrer rapidement par une petite définition du modèle linéaire, si c'est le cas. Même si on le connaît, c'est peut-être bien d'avoir une définition. Oui, bonjour, merci. Oui, effectivement, alors quand on parle d'industrie linéaire ou de modèle linéaire, c'est en fait la quasi-totalité d'industrie actuelle. Enfin, après, il n'y a pas de chiffres, mais empiriquement,
Nous, on a accompagné des centaines d'industriels et on est à moins de 5% d'entreprises qui sont vraiment sur des modèles circulaires avancés, c'est-à-dire qui représentent plus de 15 ou 20% de leur chiffre d'affaires. Et quand on parle de modèle linéaire, on est sur un modèle où on vient extraire de la ressource, fabriquer, vendre et ensuite jeter avec le recyclage dont on parle beaucoup en fin de chaîne qui est là pour optimiser le modèle. Mais pour de nouveaux produits, on vient toujours réextraire de nouvelles matières, reproduire, etc. Donc, c'est un modèle qui est très consommateur en énergie et en ressources. Et le modèle linéaire, circulaire plutôt, à contrario, une définition. À contrario, le modèle circulaire, c'est un modèle qui, par définition, cherche à découpler la production de valeur ou de produits de la consommation de ressources. C'est-à-dire que pour produire un usage, par exemple, d'une machine à laver, plutôt que de racheter 2-3 machines à laver en 10 ans parce qu'elles tombent en panne, on va plutôt en avoir qu'une, ou alors on va en récupérer une autre qui a été réparée, mais du coup, on vient récupérer de la matière pour refaire et réutiliser quelque chose, ce qui fait que pour une production de valeur donnée, on utilise moins de matière et on utilise moins d'énergie. Et c'est la seule façon qu'on a aujourd'hui de continuer à créer de la valeur dans un monde qui a des ressources finies et qui, voilà, sinon, on rencontre tous les problèmes que vous avez évoqués en introduction. Alors justement, à vous écouter, on voit un modèle circulaire, mais est-ce que dans les années 50-70, on n'était pas vers un modèle circulaire? En fait, est-ce que c'est pas le balancier qu'il faut rééquilibrer? Est-ce qu'on n'est pas passé d'un extrême à un autre quelque part? Alors, on n'était pas dans l'extrême du circulaire, maintenant on est dans l'extrême du linéaire, mais effectivement, dans les années 50-70, il y avait beaucoup plus de modèles qui étaient encore sur la circularité, c'est-à-dire qui allaient travailler sur un usage de la terre, par exemple, différent. C'est-à-dire qu'on pouvait être même plus productif avant d'un point de vue agricole qu'aujourd'hui. On pouvait produire, il y a une marque célèbre de chemises qui ressort, qui s'appelle les chemises qui durent. Donc, on était sur des chemises qui duraient plus longtemps, ou même dans les hôpitaux, on lavait, on stérilisait, on lavait les masques jusque dans les années 60. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec les recherches de productivité en termes de coûts et l'arrivée de nouvelles matières synthétiques, beaucoup plus, entre guillemets, simples à produire et une consommation de masse, on a beaucoup simplifié les modèles industriels pour les globaliser. Et de fait, on est plutôt allé sur le jetable, comme les bics jetables, ou la prime à la casse, on va casser des voitures pour en acheter une neuve. Voilà, sur des modèles, on va favoriser cette consommation-là. Et le linéaire a pris une accélération très forte qui correspond aussi, quand on voit aux courbes exponentielles du CO2, des gaz à effet de serre et autres. Et pourquoi aller vers cette circularité? Quelles sont les raisons? Parce qu'en fait, on peut avoir des raisons environnementales, certes, mais enfin, à un moment, il y a une question de ROI, on dira. Oui. Donc, le ROI dans une fabrication, dans une production, c'est facile. Comment on trouve un ROI dans cette industrie circulaire, transformation écologique? Comment on le calcule? Alors, déjà, pourquoi y aller? Je pense que historiquement, ceux qui y vont sont les convaincus, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une prise de conscience environnementale avancée par rapport à aujourd'hui. Patagonia, par exemple, c'est un des premiers industriels à aller vers le circulaire, ça date des années 70. Par contre, ça a été mollo en fait, en termes de nombre d'industriels qui s'y mettaient. Ceux qui s'y sont mis ensuite, et depuis 10-15 ans, c'est ceux qui ont déjà une énorme pression sur les ressources. Donc, on a des Saint-Gobain, par exemple, qui ont une pression sur les matières premières qui est très forte, qui a emmené à faire de la circularité. Renault l'a fait aussi parce qu'avec la fluctuation des prix des matières premières, le fait de réutiliser de la matière localement en recyclant, ça permet de décorréler en fait, sa production et ses coûts de nouvelles types de matières premières. Donc, pourquoi y aller? Déjà pour la résilience et la vulnérabilité des supply chain. Aujourd'hui, il y a des chaînes de production qui sont coincées parce qu'il y a des puces électroniques qui manquent, quoi. Ou il y a un bateau dans le canal de Suez qui coince 12% de l'économie mondiale. On est plus à l'aise quand on est sur des économies plutôt locales qui viennent récupérer des matériaux pour reproduire des biens qu'autre chose. Et ceux qui vont aussi, au-delà de la résilience des supply chain en amont, c'est ceux qui vont chercher, et de l'environnement, c'est ceux qui vont chercher à innover dans les business models. Et donc, soit sous la pression de la demande, soit pour des raisons de compétitivité. Donc, les pneus Michelin, par exemple, aller vers une économie de la fonctionnalité, vendre des nombres d'atterrissages plutôt que des pneus. On est sur la circularité parce qu'on allonge les durées de vie des pneus, par exemple. Mais on a aussi toute la pression de la demande, comme pour le retail, ou les vêtements, les chaussures, où on vient, comme déjà, sur des matériaux durables, où on vient prendre des chaussures avec des produits recyclés, où on fait de l'économie de la fonctionnalité, donc on loue ses habits, par exemple, plutôt que les revendre. Donc, en fait, la pression de la demande pousse aussi à innover sur ces business models. Et la rentabilité, en fait, elle est au cœur de tout le débat, quoi. C'est-à-dire que pour pouvoir créer un business model circulaire, il faut qu'il soit rentable.
avec des modèles qui sont parfois plus complexes à mettre en œuvre qu'un modèle très linéaire où on vient sourcer très globalement, alors que là, il faut vraiment trouver des filières d'approvisionnement local, faire de l'éco-conception, ça appelle plus de main-d'œuvre. Du coup, il y a des coûts aussi de main-d'œuvre qui sont plus élevés. Et donc, c'est tout le jeu d'arriver à trouver la rentabilité pour ensuite essaimer ces business models-là pour en faire des nouveaux standards de consommation. Donc là, vous avez commencé à nous parler d'exemples. On va en voir après deux concrets, on va rentrer dans le détail. Mais dans votre étude, vous parlez aussi de modèles circulaires. De mémoire, il y en a 5 ou 6. Oui. Est-ce que vous pouvez les décrire rapidement? Oui, alors les 5 ou 6 modèles, on a étudié une vingtaine d'industriels de tout secteur, de toute taille, et en fait, on a cartographié 6 business models qui permettent de pivoter, comme une startup qui pivote de modèle, vers la circularité. Il y en a 5 qui sont sur l'augmentation des cycles d'utilisation de la matière et un qui est sur l'énergie. Sur l'augmentation des cycles de la matière, on a le premier qui est autour de la durabilité, c'est-à-dire que c'est des entreprises comme Veja, par exemple, qui vont travailler sur des matériaux, ou les Fairphone, par exemple, qui vont travailler sur la matière en disant, nous, on fait attention à la matière, on fait attention à la durabilité, au côté éthique, et on intègre ça dans notre marque. Et ça fait que aujourd'hui, on peut disrupter ça, parce qu'on peut disrupter des marques comme Adidas, parce qu'on a une Veja qui est faite différemment. On a 2 autres business models ensuite qui sont dans la phase d'utilisation d'augmenter la durée de vie des produits. Donc là, par exemple, il y a Seb qui fait de l'électroménager réparable pendant 10 ans. Donc, entre ça et acheter un grille-pain chinois qui va ne plus marcher au bout d'un an, je me pose quand même la question en magasin d'acheter un Seb qui va être réparable pendant 10 ans. Et on a tout ce qui est product as a service, où on a par exemple des entreprises qui font des produits où on va vendre une performance plutôt que de vendre le produit en lui-même. Donc là, il y a même dans les chaussures, il y a Bocage, Atelier Bocage, qui dit vous prenez un abonnement, vous avez le droit à 2 paires de chaussures sur telle durée, et puis au bout d'un moment, vous avez le droit de changer de chaussures. Donc on vient plutôt acheter un usage, et ça augmente aussi la durée de vie des matières, on est sur la circularité. Ensuite, les 2 derniers sur les 5 qui sont plutôt sur la régénération de la matière et des produits, pour avoir Envie qui répare des machines à laver, par exemple, ou encore une autre entreprise qui fait des chaussures qui s'appelle Insoft, qui fait des chaussures Hector à base de bouteilles en plastique recyclé. Et donc là, on est sur des modèles où on vient prendre le déchet, pas tant pour bien le recycler, mais pour en faire des nouveaux produits et recréer des cycles d'utilisation, soit pour un composant qu'on récupère et qu'on réutilise pour sa fonctionnalité initiale, soit pour nouvelles fonctionnalités. Et ensuite, pour faire fonctionner toutes ces chaînes-là, on a quand même besoin d'énergie, on fait quand même du déchet. Et il y a tout un tas de business models qui sont autour de réduire l'empreinte énergétique, notamment environnementale, en faisant, par exemple, tout ce qui est énergie verte, ou Schneider qui vend plutôt un service de, nous, on vous vend, par exemple, d'atteindre les objectifs en termes de développement durable sur le climat à 20-30 ans en vous installant et en gérant nous-mêmes vos installations électriques. Oui, lorsque j'écoute vos modèles, en fait, je suis en train de me dire qu'on a peut-être beaucoup trop travaillé quelque part le cœur de la production dans une entreprise, parce que là, vous êtes vraiment en train de prendre une vision de l'ensemble de la chaîne de valeur, en fait, plutôt que de travailler que sur une partie. Donc, on parlait d'efficacité énergétique à la fin. En fait, on a trouvé des logiciels d'efficacité énergétique, mais on n'a peut-être pas eu cette vision d'ensemble de la chaîne de valeur. C'est ça un peu le cercle vicieux dans lequel elles sont fermées. Hein. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on reprend il y a 10 ans l'industrie française, on allait vers la désertification de l'industrie en France en gardant quelques groupes du CAC 40 qui faisaient un peu les fleurons. Mais ça, depuis 10 ans, il y a cette transformation-là pour retrouver des PME dans les territoires. Et ça a été un travail très centré sur les cœurs d'usine, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on a mis du 4.0 pour regagner de la compétitivité. On a développé le volet environnemental sur le cœur d'usine. Et ça, on en a besoin parce qu'on avait une industrie qui était très en souffrance. Donc, si on enlève un peu le Covid, la PME a retrouvé de la couleur. L'industrie a retrouvé des couleurs en France. Et maintenant, on a besoin d'une deuxième vague de transformation. C'est la conviction qu'on a grâce à l'étude, et qui demande de refondre les chaînes de valeur aussi. C'est-à-dire de travailler différemment les approvisionnements, ce qui a été peu fait historiquement. Et on voit qu'avec le Covid, on est en plein dans ces fragilités-là, et ça accélère les travaux de relocalisation, et de se dire, moi j'ai un client qui fabrique des brouettes, il a 30% d'augmentation sur ses coûts de matière pour des brouettes. Donc, il ne peut pas les répercuter sur les grandes surfaces. Donc, en fait, alors que pour faire des brouettes, ce n'est pas très compliqué technologiquement. En anticipant, on pourrait développer des leviers de circularité pour récupérer d'autres brouettes, transformer des voitures en brouettes, faire plein d'autres types de leviers qui permettent de n'être pas être prisonnier de fournisseurs. Et on a besoin de transformer les business models parce qu'on a besoin d'être plus compétitif sur les business models, parce que les offres low cost des pays en voie de développement deviennent des offres moyen de gamme comme en France.
Et donc, la circularité permet, par l'économie de la fonctionnalité, l'augmentation de la durée de vie des produits et des matériaux beaucoup mieux sourcés, et en même temps proposer des produits seconde main, comme les machines à laver, on redevient compétitif sur un marché d'occasion et sur un marché du premier usage qui est beaucoup plus qualitatif. Donc oui, il y a une pression aujourd'hui qui s'accélère et qui font qu'on parle de plus en plus de circularité, que les industriels y vont de plus en plus. Est-ce que les pouvoirs publics ils poussent vers cette circularité? Et au niveau de l'Europe, est-ce qu'il y a un cadre qui a été défini? Parce que, à écouter, des fois, les normes deviennent presque plus punitives qu'autre chose. Et des fois, on entend des industriels nous dire on va plutôt les produire pour telle et telle raison en Grande-Bretagne, qui aujourd'hui est sortie de l'Europe, parce qu'en fait, ça va être plus simple pour nous. Est-ce qu'il faut mettre des pénalités aux frontières? Quel est le rôle des pouvoirs publics là-dessus? Il est essentiel. En fait, si vous prenez les entreprises qui vont vers la circularité, elles vont dire qu'on est en avance en France, en Europe. Il y a eu la loi AGEC, par exemple, qui est pour éviter le gaspillage sur l'économie circulaire. Donc, on a les indices de réparabilité, par exemple, sur l'électroménager aujourd'hui, ce qui fait qu'un iPhone, on pense que c'est un bon design, alors que non, parce que c'est le moins réparable. Donc, on est capable progressivement de changer les usages, etc. Donc, il y a des choses, on est plutôt en avance en France et en Europe. Les entreprises qui pivotent vers la circularité aimeraient que ça aille plus loin, parce qu'il y a tout un tas de business models qui sont encore verrouillés. Par exemple, si vous réparez un produit, vous avez la même TVA qu'un produit neuf. Alors que réparer un produit, c'est de la main-d'œuvre locale. Donc, du coup, ça coûte cher parce que c'est des heures de réparation. Aujourd'hui, vous avez des appareils qui ne sont pas réparés, qui sont jetés, parce qu'il faudrait mettre 6 heures alors qu'on est rentable qu'à 4 heures. Donc, ce qui fait qu'en ayant une fiscalité, par exemple, adaptée, on pourrait employer plus de gens qui vont réparer et réparer encore plus. Donc, on serait bon pour l'environnement et pour l'emploi. Et pareil pour les taxes, la taxe carbone aux frontières, par exemple, de valoriser les externalités négatives qui font qu'on va plutôt reproduire localement. Donc, il y a des choses qui se font, ça pourrait aller plus loin. Et les entreprises qui sont très linéaires et qui vont avoir du mal à changer vont plutôt un peu freiner parce que, en tout cas, aujourd'hui, on est dans une phase de disruption réglementaire de plus en plus forte. On va passer du moteur thermique au moteur électrique, il y a l'arrêt du plastique à usage unique, les indices de réparabilité, et je pense que ça va s'accentuer. Et que du coup, anticiper avec de nouveaux business models, de nouvelles façons de considérer la matière, c'est ce qui va aussi permettre d'avoir des coups d'avance sur son marché et sur la réglementation. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui qui ont basculé dans le circulaire? On a un pourcentage? En fait, il y en a. Quand vous prenez, il y en a beaucoup qui basculent. Prenez Schneider, Michelin. Par exemple, c'est des entreprises qui. On est parti, mais je ne sais pas. On aura remis le balancier au milieu dans combien de temps? Pardon? On aura remis le balancier au centre. Moi, je pense que le balancier sera mis au centre dans les. Moi, je pense dans les 10 ans. En fait, mais ça dépend. Il y a des secteurs qui iront plus vite que d'autres. Le BTP, le textile, ils vont déjà. L'ameublement aussi, il va déjà. Il y a d'autres secteurs qui iront plus lentement. Par contre, tout le monde dira parce que la pression sur les ressources de matières premières, elle est énorme. Et la pression des consommateurs, elle va aller grandissante, surtout quand on voit l'actualité autour du climat, autour de ces sujets-là. Donc, demain, engager quelqu'un dans sa boîte sur des produits qui vont être jetables, où on ne parle pas de transition bas carbone, etc. pour ces usines, ça ne fonctionnera plus. Donc, pour moi, à 10 ans, l'ensemble des business models, il aura changé. Et pour un industriel, changer de business model pour dans 10 ans, au plus tard, ça veut dire commencer à s'y mettre maintenant, parce qu'on est sur des produits, on est sur des usines, on est sur des supply chains souvent qui sont globales, qu'il faut mettre en multilocal. Donc, voilà, Saint-Gobain, il pense à 30 ans, à 2030, pardon. Et un Michelin, il pense pneus durables à 2040-2050, parce que c'est des échelles de transformation qui sont très conséquentes, mais par contre, ils s'y mettent maintenant. On va passer justement à deux exemples, deux entreprises qui elles, n'ont pas mis en 10 ans d'avance. Si je prends votre démarche en se disant dans 10 ans, on y sera, elles y sont déjà en grande partie. Roxane, je démarre avec vous. Vous êtes la première invitée, les manufactures février. Alors, en fait, vous avez démarré, si j'ai bien noté, avec Kenio sur les certificats d'économie d'énergie. Vous êtes l'un des leaders sur ce marché actuellement. Mais plus rare, vous avez investi dans l'industrie. Vous voyez que c'est quand même assez gonflé. Vous avez investi dans des entreprises en difficulté pour leur donner en fait un petit coup de jeune. Est-ce que vous pouvez déjà en 2 mots présenter les manufactures février très rapidement, puis on rentrera après dans 3 ou 4 cas bien précis. Donc, les manufactures février, c'est une entité en fait qui regroupe nos activités à la fois industrielles et énergétiques. Concernant les industries, ce sont aujourd'hui 4 entités, donc 4 usines
une dans le domaine du revêtement de sol textile, donc plus communément appelé de la moquette, on fabrique des dalles de moquette, et les 3 autres qui sont dans le domaine du bois, où on assure en fait l'intégralité de la transformation du bois post-découpe. Donc on déroule le bois pour aller jusqu'à la 3e transformation et donc créer du mobilier, notamment des chaises. En nombre de salariés, chiffre d'affaires? Alors aujourd'hui, c'est 300 millions en chiffre d'affaires. Il y a près de 500 collaborateurs à travers le monde, dont 200 qui sont vraiment présents physiquement au sein de nos industries françaises. Et on exporte nos produits dans une 60aine de pays. Alors, on va démarrer par la première usine que vous avez rachetée. C'est peut-être pas dans l'ordre, mais je crois, de mémoire, c'est dans le bois. En fait, vous avez racheté une entreprise qui transforme les grumes, c'est ça, plutôt du peuplier ou du hêtre. Qu'est-ce que vous en faites? Quelle est un peu la démarche? Actuellement, en fait, effectivement, on va dérouler, on va appeler ce qu'on déroule du bois, parce que certaines essences de bois qui sont plutôt tendres, comme le peuplier et comme le hêtre, se déroulent, tandis que d'autres, un petit peu plus dures, se tranchent. Et donc, nous, en fait, tout simplement, on va dérouler du hêtre pour en faire des feuilles de bois. Donc, on appelle ça du plaquage. Et ensuite, ces feuilles de bois, donc ce plaquage, on en fait soit du contreplaqué, donc de diverses épaisseurs en fonction de son usage, notamment pour le secteur de la construction ou de l'agencement d'intérieur notamment. Et puis le reste de ces plaquages, eh bien, on va les envoyer vers 2 autres de nos entités qui, elles, vont faire du contreplaqué moulé, donc vont donner en fait une forme au bois en les intégrant dans un moule. Et on va en faire alors plein de choses. On en fait effectivement beaucoup de chaises, mais également des skateboards, des porte-manteaux, tout un tas de choses. Et quand on parle de circularité, justement, pour vous, c'est circulaire à 100%, c'est un arbre coupé, un arbre planté, 100% des déchets valorisés. C'est une démarche que vous avez dès le départ, c'est le cas ou pas encore? Alors, c'est une démarche qui est tout à fait nécessaire. Tout d'abord, concernant l'amont de l'activité, hein, donc quand on parle de circularité, effectivement, on parle beaucoup d'amont de l'activité, de la production et puis de l'aval de la production. Concernant effectivement l'amont de l'activité, nous, il y a un élément essentiel, c'est vraiment le maintien de la ressource. Donc, un arbre coupé, c'est un arbre planté. Pour nous, c'est nécessaire parce qu'à l'échelle de l'usine, s'il n'y a plus de matières premières demain, alors nous, à notre échelle, c'est plutôt dans 12 ans, puisqu'on coupe les arbres à peu près entre 12 et 18 ans, eh bien, tout simplement, il n'y a plus d'activité. Et puis, à une échelle un petit peu plus globale, c'est vrai que sans plantation responsable, on va vers une déforestation, donc on va vers une perte d'activité économique, une baisse de l'emploi, mais aussi une importation de grumes, comme on a pu le voir, de pays asiatiques, où en fait, on va venir transporter des camions entiers de grumes on crée la plus-value ailleurs, quoi. Donc, pour nous, effectivement, tout ce qui est en amont de la production, c'est absolument nécessaire de préserver la ressource première, donc nos bois tout simplement. Et puis ensuite, sur la production elle-même, évidemment, il y a tout ce qui est valorisation des déchets. Donc là, effectivement, c'est la valorisation immédiate, notamment lorsqu'on va dérouler du bois ou lorsqu'on va couper et créer du plaquage, il va y avoir des chutes. Donc, tout ce qui est bois non traité, effectivement, celui-là, on va le réutiliser pour en faire des copeaux, de la sciure. Au sein de nos industries, nous, on a aussi fait le choix d'arrêter en matière énergie tout ce qui était gaz et puis de se mettre intégralement sur de la biomasse. Donc, on s'auto-alimente énergétiquement au sein de nos usines. Et puis, c'est vrai aussi pour les déchets qui doivent être traités, parce que notamment, on va pour certains aller peindre un petit peu ou créer un petit peu de vernis. Là, c'est d'aller chercher des matériaux et des peintures qui soient moins chimiques, donc notamment des peintures ou des vernis à l'eau, pour là aussi pouvoir les récupérer. Ça veut dire que le contreplaqué 100% français peut être compétitif. C'est de la souplesse que vous apportez à vos clients, enfin des arguments. Alors, non seulement il peut l'être, mais en plus, il doit l'être, en tout cas pour ce qui concerne la filière bois. En fait, si vous voulez, pour nous, sur la compétitivité de la filière, plus largement, comme toutes les industries, on l'a évoqué, on est dépendant de notre matière première, mais nous, notre matière première, c'est une ressource naturelle qui, si elle est bien gérée, ne peut pas s'éteindre. On n'est pas sur du puits de pétrole. Donc, on a vraiment une chance, si vous voulez, en France, c'est qu'on bénéficie d'un climat et finalement d'une géographie qui, dans certaines régions, sont vraiment très propices en fait à notre matière première. Et donc, il faut utiliser et valoriser ce qui naturellement pousse sur nos territoires. C'est vrai que certaines personnes passent dans d'autres continents des années à essayer de cultiver des ressources hors bassin d'origine. Nous, on a la chance d'être dans notre bassin d'origine. Et donc, évidemment, il est nécessaire de pouvoir préserver notre ressource première. Donc, nous, effectivement, c'est à la fois maintenir la ressource, parce que si on a la matière première, si on a les industries et si on a le maintien du savoir-faire, donc ça, c'est aussi un autre élément très important,
de fait, on est compétitif. Après, la difficulté, c'est que ces 3 conditions, elles sont à la fois cumulatives et puis intrinsèquement liées, quoi. Donc, nous, c'est un petit peu notre combat de tous les jours. Alors justement, on va continuer dans le bois parce que vous avez repris une autre entreprise qui, elle, fabrique des chaises. C'est pareil, on pensait que 100% des chaises étaient soit chinoises, arrivaient en conteneur entier, finissaient des fois au fond des océans une fois que le conteneur était tombé. Et visiblement non, il y a des chaises circulaires qui sont fabriquées en France, c'est ça? Il faut se diversifier pour y arriver? Comment on fait? Il faut en tout cas penser autrement. Il faut prendre un petit peu le contre-pied de ce qui a toujours été fait depuis des années. Et effectivement, donc, pour les chaises comme pour le reste de l'ameublement ou d'autres produits en bois, il y a effectivement la prise en compte de l'avant-fabrication. Donc ça, on ne va pas y revenir, c'est tout ce qui est effectivement ressources. Et puis après, il y a l'après-fabrication, enfin l'après-production, si je puis dire. Donc déjà, nous, au sein de nos usines, chez Régnier, c'est vrai qu'on a décidé de mettre l'accent sur la valorisation de l'existant. Parce que pour nous, c'est aussi ça la circularité. C'est de ne pas toujours recréer, mais de faire plus ou mieux avec moins. Et nous, c'est vrai qu'on a eu une chance chez Régnier. Vous l'avez dit, on a repris cette industrie. On a hérité avec le temps d'à peu près, alors ça peut paraître idiot, mais de 500 moules qui nous servent aujourd'hui à créer du mobilier. Et donc, qui dit moule, dit forme, dit courbe. Et donc, le bois, même s'il est très malléable, il a aussi des contraintes de sa spécificité. Nous, on a plus de 500 stocks, on a plus de 500 moules, en stock, ce qui nous permet d'aller chercher à peu près 500 angles divers dans le bois. Donc, ce qui se passait auparavant, c'est vrai pour notre usine, mais c'est vrai, j'imagine, pour l'ensemble des usines qui ont la même activité que la nôtre, c'est que si vous voulez, on était simplement prestataire de service. Donc, nos clients venaient nous donner un plan à dessin et puis il fallait fabriquer le moule identique au dessin pour en sortir la pièce. Aujourd'hui, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va prendre la solution, enfin, on va prendre le problème à l'envers pour créer une solution qui soit plus cohérente et plus circulaire. C'est qu'aujourd'hui, quand nos interlocuteurs, nos clients viennent, donc des designers, des architectes, ils viennent avec un plan. On ne va pas prendre le plan à la lettre et créer un moule et une pièce sur mesure. On va regarder dans le stock de ce qui est existant, quel est le moule qui va se rapprocher le plus de l'angle nécessaire à la nouvelle fabrication. Parce que voilà, c'est ça aussi, c'est utiliser ce qui est existant pour ne pas toujours avoir besoin de recréer. Et puis après, évidemment, c'est la recherche aussi de tout ce qui est intrinsèque au produit. Donc, c'est d'aller chercher des piètements qui soient fabriqués en France quand ils sont en métal, parce que nous, par exemple, on ne fabrique pas de métal. Donc voilà, c'est d'aller chercher toute une circularité en amont du produit, pour le produit, et puis ensuite réinventer aussi éventuellement des business models qui permettent, et ça, je crois que Grégory, vous l'avez évoqué, mais c'est de dire effectivement, jusqu'à présent, on vendait un produit. Demain, on peut aussi vendre un service. Et donc, vous l'avez évoqué, Grégory, avec des chaussures, mais c'est pareil avec des chaises. On peut vendre une chaise et un service qui va avec la chaise et qui va permettre de réutiliser cette chaise. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, si j'ai bonne mémoire, vous fabriquez des chaises pour les écoles, par exemple. Donc, on imagine tout de suite les quantités importantes sur des cantines ou autres. Ça veut dire que demain, à l'inverse, moi, je veux aménager une maison, j'ai besoin d'une dizaine de chaises. Avec mon architecte, on les dessine sur votre site. On pourrait presque aller jusqu'au bout. Et je me fais fabriquer une chaise 100% française à partir des moules qui existent. Absolument. D'ailleurs, je vous invite à le faire puisque nous avons d'ores et déjà ce service. Donc, tout à fait, c'est vrai que jusqu'à présent, on allait vraiment plutôt vers les grandes cadences et donc on fabriquait des chaises de manière très industrielle pour des grosses quantités et puis finalement en réinventant aussi de manière circulaire le business model, on se dit qu'en fabriquant davantage de chaises sur une forme cohérente, donc sur un même moule, mais en lui donnant différentes options, alors davantage esthétiques, on va pouvoir changer la couleur, on va pouvoir changer les piétements, mais en gardant toujours cette même forme qui rend des quantités industrielles intéressantes, on va pouvoir effectivement aller chercher directement la vente au particulier, donc ce qu'on fait, où le particulier pourra effectivement choisir une forme, y adjoindre un piétement et puis choisir la couleur de son choix. Ok, donc il faut changer de business model. Écoutez, on se retrouve tout à l'heure, on va sortir du bois, enfin la façon de parler, et on ira sur un autre sujet qui est la moquette, vous l'avez dit. Christophe Bachmann, je passe à vous. Vous, on peut dire que vous avez bien choisi votre entreprise. Noremat, nouvelle rentabilité du matériel. Vous avez déjà prévu il y a 40 ans quelques évolutions. Vous, alors, très rapidement, pour vous cerner, c'est vous qui nous bloquez de temps en temps la route avec des camions qui sont en train de couper l'herbe sur les millions de kilomètres qui bordent nos routes. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà Noremat à quelques chiffres?
Noremat, aujourd'hui, c'est 300 personnes, c'est 40 années de croissance consécutive, c'est 500 machines environ de fabriquées. Nous sommes présents chez 5000 clients et nos machines doivent entretenir 60-70% des routes françaises. Et puis, nous sommes présents aussi dans 40 pays dans le monde. Pour échanger ensemble, moi j'ai noté 3 parties avec vous. Il y a les machines, il y a la tonte et puis les nouveaux usages. On va démarrer par les machines, parce que les machines, on les voit, elles nous paraissent évidentes. Et vous, si j'ai bien compris, vous faites une sorte de revamping de vos machines, c'est ça? Oui, effectivement, pour nous, la rentabilité se passe à plusieurs niveaux et il faut avoir une approche complexe aujourd'hui et globale. Donc, nous ne sommes pas constructeurs d'acier. Donc, depuis des années, on a fait le choix d'allonger la durée de vie des machines. Et devant la difficulté, je dirais même de trouver du personnel pour en faire la maintenance, on s'est lancé un nouveau challenge, c'est de les reconstruire en faisant de l'inclusion avec la structure en vie dont M. Richat parlait tout à l'heure. La preuve qui en est qu'une machine à laver, c'est comme une débroussailleuse. Il suffit d'amener les compétences et l'accompagnement nécessaire. Et aujourd'hui, on vise 20% de notre parc qui sera de la machine reconstruite. Alors, reconstruite à partir de machines qu'on a complètement éclatées. On a stocké les pièces à droite à gauche. C'est pas l'occasion, c'est clairement une machine neuve, mais avec des éléments qui sont anciens, retestés. C'est du remanufacturing plutôt d'ailleurs. Remanufacturing, nouveau numéro de série, garantie, mise en route, comme une neuve. Donc, circularité dans la machine. Et puis, j'ai noté que dans la tonte aussi, vous voulez mettre un peu de circularité. En fait, vous voulez changer un peu les méthodes de tonte, vous voulez ramasser l'herbe maintenant, c'est ça? Alors, au niveau de la rentabilité, il y a la machine, elle coûte cher, c'est mieux, mais il y a aussi le chantier. Et donc, dans le coût de chantier aujourd'hui, on essaie de le réduire en valorisant l'herbe des bords des routes pour des unités de méthanisation ou pour du compostage. Mais au-delà de ça, l'enjeu, c'est de changer de modèle économique, effectivement, de revoir complètement le mode d'usage. J'ai entendu parler d'externalités négatives, mais il y a aussi des externalités positives à changer les process. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'accompagner nos clients collectivités dans leurs enjeux de territoire énergie positive ou autres, de réduction de leur empreinte carbone, mais aussi de lutte contre l'ambroisie, les plantes invasives, de réduction du risque incendie. C'est toute la politique d'accompagnement du territoire qui doit se faire directement ou indirectement avec les clients dans une vision durable. Ce n'est pas uniquement recyclage de matière, c'est vraiment l'optimisation globale du chantier pour réduire les impacts de la durée de vie. On peut rentabiliser ce ramassage de l'herbe? Mais oui. Alors, aujourd'hui, on sacrifie des terres alimentaires, on sacrifie des hectares de maïs pour alimenter des méthaniseurs. Un modèle qui ne nous convient pas du tout. Il y a plus d'1 million de kilomètres de routes en France qui correspondent à la surface des parcs régionaux français. Ça en fait de la matière à valoriser. Et en plus, si vous la laissez au bord de la route, elle coûte à la collectivité. Donc, simplement, l'enjeu pour nous, c'est de faire travailler ou faire coopérer les différents acteurs du territoire que sont le privé, la collectivité, le monde agricole, par exemple, pour l'unité de méthanisation. Chacun a des comptes analytiques à respecter. Ils sont souvent pertinents, mais souvent au détriment de l'autre. Et l'enjeu, c'est de revoir global pour nous. Justement, on parlait du balancier tout à l'heure, qui était peut-être trop dans un sens. À vous écouter, on a un peu l'impression que c'est presque l'humain qui a disparu, c'est les acteurs qui se parlent plus. Vous parliez d'accompagner les collectivités. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des échanges qui se font plus? On a cloisonné? On a complètement cloisonné. Et toute la phase de décentralisation, que je ne critique pas, mais j'en fais un constat, et là, créé de multitudes de silos qui ne se parlent pas, qui sont efficients dans leurs silos. Et simplement, des fois, ça génère des non-sens au niveau de la gestion d'un territoire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se veut
on veut remonter d'un cran en accompagnant les territoires sur une gestion intelligente des accotements routiers. Faire de ce qui est perçu une contrainte une opportunité. Une opportunité de ramener de la biodiversité, une opportunité de ramener du tourisme, d'avoir de la sécurité routière, de lutter contre les plantes invasives, de produire des énergies vertes, de produire du bois, parce que les linéaires d'arbres en bord de route, il y en a, et ils ne sont absolument pas gérés, alors que s'il y avait une gestion prévisionnelle de ces ressources, bah, je pense que ça deviendrait une source de revenus pour les collectivités. Ça veut dire que la gestion, en fait, elle n'est pas assez étudiée sur la durée, j'allais dire. C'est-à-dire que si on ne fait rien pendant 2-3 ans, on se dit c'est pas grave, mais en fait, c'est l'inverse qui se produit. En fait, il y a une chaîne qui se crée. Voilà. Alors aujourd'hui, avec l'IA, la data, on a moyen d'établir des modèles prédictifs de croissance de la végétation. On a moyen d'établir des données prédictives de ramassage de l'herbe au meilleur moment pour avoir le meilleur taux de méthanisation. Je pourrais même vous dire combien de tonnes vous aurez l'année prochaine et faire une bourse à la biomasse, par exemple. On a moyen de simuler à 5 ans le fait que s'il n'y a pas de gestion du tout, vous allez devoir refaire la route parce que l'arbre que vous avez laissé pousser, bah, il a poussé la chaussée, donc ça génère un coût pour la collectivité. Aujourd'hui, on travaille sur un prévisionnel à 10 ans des différents modes de fauchage. Qu'est-ce qui se passe si je fauche? Pas. Si je fauche à l'ancienne et si je fauche bien au bon moment et si je valorise la biomasse. Et avec un peu de chance, on arrive à faire un partage des bénéfices à 3 ou 4. C'est pas beau? Parce que c'est ça aussi l'économie circulaire. C'est pouvoir faire bénéficier les différents acteurs du territoire des bénéfices. C'est fini le B2B. C'est fini. Donc c'est l'industrie 4.0, mais sur le fauchage. Élargi. Élargi au territoire. Et est-ce qu'on pourrait, si je poursuis votre démarche, vous avez parlé d'Ambroisie, je sais qu'il y a un certain nombre de choses, les renouées d'Asie, enfin il y a plein de choses que vous fauchez. Est-ce qu'on pourrait faire du fauchage différencié si on va jusqu'au bout? Bah, vous l'avez, oui, c'est ça. Ça sera un fauchage différencié, là où il faut, comme il faut, quand il faut, pour le territoire qu'il faut. Saint-Trope n'a pas les mêmes besoins que Strasbourg. Brest n'a pas la même herbe que Lyon. Et même les besoins en ressources ne sont pas les mêmes. La tonne de compost dans les Vosges, elle est à 8. Dans la Marne, elle est à 50. Il y a des régions qui n'ont pas besoin de biogaz. Donc, c'est l'adéquation des ressources, des besoins d'un territoire. Et après, on travaille ensemble sur les process qui permettent d'être au mieux sur un territoire. Et je dis au mieux en ressources matières, énergétiques et humaines. Est-ce que ça veut dire que là, vous changez un petit peu le business model des collectivités? Est-ce que ça veut dire que le vôtre est impacté aussi? C'est-à-dire que demain, vous allez peut-être plus, on va plus vous acheter un service qu'une machine. Est-ce que l'évolution, vous la faites aussi de votre côté? Pas grave. Pas grave. On ne sort plus de minerais en Lorraine. Nous, on est vendeurs de solutions. Noremat, nouvelle rentabilité du matériel. Mais ça n'a jamais voulu dire qu'on le vendait. On loue de plus en plus. On change de process. Et c'est à nous de contribuer à avoir des territoires efficients. Et ça fait plaisir de voir ce type d'échange aujourd'hui parce que je pense qu'il y a encore pas mal de synergies à développer. Alors, en préparant un petit peu ce rendez-vous, vous me disiez que la France était presque un des leaders dans le domaine. J'avoue que je n'avais pas spécialement pensé, en raison d'un climat tempéré, des fossés, etc. En fait, vous avez une compétence dans votre métier qui vous donne presque des ailes pour l'export, non? Oui, normalement, la France devrait être une vitrine en relation avec des territoires pour faire les bonnes expérimentations. Ça peut être un très bon point d'appui. Mais on apprend tous les jours quand on est au contact du client et des territoires. Et l'intégration de ces contraintes nous font innover. Ce n'est que ça. En fait, le développement durable, c'est une formidable piste d'innovation. À partir du moment où on l'a fait pour le bien collectif, excusez-moi, mais avec un minimum de bon sens,
c'est très agréable et ça aide aussi à recruter parce que ça donne des valeurs. Et en fait, on veut juste être bien sur des territoires qui vont bien. Écoutez, vous avez parlé de trompette d'innovation. Roxane, je reviens vers vous parce que on va parler moquette. Bon, après le bois, vous avez repris une entreprise bien connue quand même, Sommer, qui était un des fabricants dans les années 70, le roi de la moquette. Hein. Enfin, tout le monde en a entendu parler. Et qui a été délaissé d'ailleurs au profit un peu du bois et du parquet. Hein. C'est peut-être un peu votre faute de l'autre côté d'ailleurs. Je ne sais pas s'il y avait un lien, mais c'est le bois qui avait pris un peu la place. Et on revient à la moquette. C'est pas très circulaire la moquette. Je sais pas, il faut manquer la moquette de demain. Pourquoi est-ce qu'on vit de moquette? Détrompez-vous, ça devient très circulaire la moquette. Alors déjà de manière intrinsèque au produit, mais aussi sur les manières de le vendre. Donc déjà sur la moquette, si vous voulez, en tant que telle, on va passer outre tous les avantages en fait en matière d'environnement d'air qu'elle apporte dans une pièce, à défaut de ce qu'on a pu entendre les 10-15 dernières années qui ont fait effectivement qu'on est revenu à des sols plutôt durs plutôt qu'à des sols textiles. Mais ça, c'est un autre débat. Concernant effectivement le produit intrinsèque, déjà, si vous voulez, à l'époque, la moquette était composée de fils tissés qui étaient collés finalement sur une sous-couche. Alors cette sous-couche en Europe, elle était plutôt faite de bitume. Nous, on avait choisi de le faire en PVC parce que c'est pas forcément plus environnemental, mais ça permettait une certaine recyclabilité. Et puis ça permettait d'autres avantages de durabilité, de stabilité dimensionnelle. Bref, aujourd'hui, donc non seulement les fils ont changé, puisque nous, dans nos produits, ce sont des fils qui sont à 100% issus, alors c'est un mal pour un bien, hein, mais issus des filets de pêche qu'on retrouve malheureusement en masse dans les océans. Donc, ce sont néanmoins de la récupération de filets de pêche recyclés. Et concernant effectivement le backing, on a travaillé et on l'a sorti cette année, un backing qui soit fait intégralement de fibres recyclées. Donc, on est déjà un produit qui intrinsèquement est bien plus circulaire que ce qu'il pouvait être avant, puisqu'aujourd'hui, il est recyclé et recyclable à l'infini. Alors après, la question se pose de pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt. Alors, nous, c'est vrai que ce backing, ça fait à peu près 7 ans qu'on a repris. Alors, c'était une des usines Sommer qui s'appelle aujourd'hui Texom, hein, parce que Sommer, c'était la famille qui a créé plusieurs entités. On ne reviendra pas sur le passé, mais nous, on a repris une industrie qui, effectivement, est à Sedan et qui s'appelle Texom, pour Technique Sommer. Et aujourd'hui, nous, ça fait 1 an maintenant qu'on a mis au point ce backing spécifique et qu'il est commercialisé pour une raison simple, c'est que la circularité, elle est nécessaire. Mais pour nous, industriels, ou du moins entreprises du secteur privé, il faut aussi qu'elle soit rentable, parce que sinon, ça reste une belle utopie. Et donc, certains matériaux, bien que non écologiques, présentaient jusqu'à présent des aspects qui les rendaient incontournables. Nous, pour notre backing, par exemple, hein, tant qu'on n'obtenait pas la même stabilité dimensionnelle, la même résistance au feu, enfin bref, les mêmes éléments habituels dont nos clients avaient besoin, et à des prix similaires, eh bien, nos clients finaux n'en auraient pas voulu. Donc, il ne faut pas perdre de vue ça, qu'effectivement, l'économie circulaire, c'est absolument nécessaire, mais ça prend un petit peu de temps parce que notre finalité, néanmoins, c'est de vendre, parce que sans vente, on n'a pas de liquidité qui sont nécessaires à l'innovation et donc à de nouvelles méthodes. Donc, effectivement, nous, notre responsabilité en matière circulaire, elle a été faite sur le produit de manière intrinsèque, parce que là, j'imagine que comme chaque entreprise, on essaye tous les jours d'aller chercher, d'aller enjoindre de l'économie circulaire et donc d'aller chercher des matériaux qui sont fabriqués au plus près de nos usines et qui soient le plus recyclables possible. Mais c'est également, et je l'ai entendu auparavant, sur des nouvelles méthodes de vente. Jusqu'à présent, on vendait un produit. Aujourd'hui, on vend également un service, et notamment sur la moquette. Et ça, je dois dire que c'est révolutionnaire. J'ose dire qu'on est les premiers. Je vais maintenir que nous sommes les premiers. Aujourd'hui, nous, on fait de la location de moquettes. Et donc, notamment, vous voyez, il y a beaucoup de salons, de foires qui, jusqu'à présent, achetaient des rouleaux de moquettes, alors des mètres carrés de rouleaux de moquettes provenant généralement d'Asie, pour ne pas citer un seul pays, et qui étaient à la fin du salon jetés en vrac dans des poubelles, même pas généralement triées. Et donc, nous, aujourd'hui, on propose effectivement un service qui est de dire à la place de ces rouleaux, allons mettre ces dalles de moquette qui, qualitativement, ont une
bien meilleure résistance, une meilleure durabilité, qui esthétiquement sont bien plus intéressantes aussi. À la fin du salon, on les récupère, on les stocke. C'est un service qu'on propose aussi aux manifestations, enfin aux manifestants. Et ensuite, au prochain salon, eh bien, on vient les réutiliser. Alors effectivement, c'est un changement de modèle. C'est, si je puis dire, un peu plus cher au départ à l'investissement, mais c'est quelque chose qui se lisse sur plusieurs années et puis qui n'entre pas non plus dans les mêmes colonnes du bilan. Donc, c'est finalement quelque chose qui est généralement très intéressant. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à faire il y a 3 ans déjà, pour je ne sais pas si on a le droit de citer des noms, donc j'en citerai pas, mais pour un très gros salon qui a lieu en Suisse, où en une nuit, on déposait et on reposait comme ça 30 000 mètres carrés de moquettes. Ils les ont depuis 4 ans, ils en sont très satisfaits. Alors, le Covid a fait que le salon n'a pas été maintenu l'année dernière, mais on a bon espoir pour 2021. Oh, écoutez, on note pour Global Industries 360, on va mettre ça dans une petite case quand même et transmettre. Aujourd'hui, toutes vos moquettes, elles sont 100% circulaires, 100% verts, j'allais dire. Ça y est, c'est fait ou il reste encore quelques pourcents? Non, alors j'aimerais vous dire que oui, mais ce serait vous mentir. Il reste encore évidemment des développements qui sont en cours. Alors, c'est 100% circulaire sur l'approvisionnement. On essaye de chercher au mieux et au plus proche. Donc aujourd'hui, tous les matériaux, les fils, d'ailleurs, pour ne rien vous cacher, viennent d'Italie. Et concernant le backing, donc ça y est, on a passé le cap du tout vert et du tout recyclé. En revanche, effectivement, il reste un élément, c'est cette colle qui vient entre le backing et les fibres, qui aujourd'hui n'est pas 100% recyclée. Donc, on y travaille. Et puis, j'espère que ce sera notre prouesse et notre annonce pour notre prochain rendez-vous. Oui, et puis quand je vous écoute, en fait, on a l'impression que pour arriver un petit peu dans vos démarches à tous les deux, il faut pivoter, il faut imaginer le monde de demain. Est-ce que justement sur Sommaire, ils sont pas enfermés dans leur zone de confort, je dirais, comme Kodak a pu s'enfermer dans la photo argentique, il n'a pas vu le digital arriver. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut un jour rebattre les cartes. Alors, il l'était, ça c'est certain. Alors, je mettrais juste un point de détail. Nous, c'est vraiment Texom, c'est pas Sommaire, parce que je tiens à le préciser, parce qu'il y a encore des industries hors France qui ne nous appartiennent pas du tout. Mais en tout cas, pour Texom, si, et c'est une des raisons pour lesquelles, alors finalement, heureusement, mais malheureusement à l'époque, nombreuses industries françaises ont fait faillite parce qu'elles sont restées sur des acquis. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est effectivement nécessaire de se transformer. Alors, je ne sais pas si c'est inventer le monde de demain, mais en tout cas, c'est certain, c'est s'y adapter. Et c'est vrai qu'au-delà d'une démarche RSE, qu'aujourd'hui, du moins je l'espère, tous les groupes, nous, c'est vraiment quelque chose dont nous sommes convaincus parce qu'on le vit via nos différentes activités. Vous l'avez évoqué en introduction, on est aussi très présent, et c'est même notre premier métier dans la rénovation énergétique, on est convaincus du fait qu'in fine, tout est lié. Et on ne peut pas décorréler les secteurs industriels, environnementaux, sociétaux, économiques. Et aujourd'hui, et je rejoins tout à fait ce que disait M. Barman, c'est qu'aujourd'hui, tout est fait en silo. Et alors, c'est peut-être tout à fait naïf, mais au sein de notre groupe, on a en tout cas vraiment bon espoir qu'un jour, par plus de connaissances, de sensibilisation, que ce soit dans le domaine du bois et de la déforestation, au contraire de la nécessité de plantation, ou dans les domaines industrie, tout secteur confondu, on arrête vraiment d'opposer progrès, environnement, automatisation, maintien de l'emploi, industrie, déforestation, et de se rendre compte que vraiment, en fait, il y a un gagnant-gagnant à ce que tout secteur fonctionne ensemble. Grégory, je me tourne vers vous. Vous êtes heureux, là? Vous avez entendu 2 PME magnifique. Circulaires, quand même. On est d'accord? Écoutez, oui, bien sûr. C'est à partir du moment où on sort du cœur d'usine et qu'on vient travailler la ressource en amont et innover sur les business models, travailler en écosystème, en décloisonnement, les secteurs, les clients. Enfin, la circularité, c'est ça. Et c'est innover pour ces modèles-là. Et effectivement, je ne sais pas s'il y a une entreprise qui est 100% circulaire. Je pense que ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Par contre, est-ce qu'on bascule à plus de 30, 40, 50% un peu d'activité qui est centrée sur la circularité ou pas? Et là, clairement, c'est exactement ce type de modèle-là qui sont encore peu… pour moi, vous êtes plutôt de la famille des pionniers. Si on regarde les industriels, il y en a beaucoup de pragmatiques qui vont faire de la réduction de consommation énergétique dans l'usine, trieur à déchets, etc., mais qui ne vont pas changer leur business model et qui vont sourcer à peu près pareil. Ça, c'est la majorité des entreprises. Et en fait, il y a de plus en plus de pionniers comme Roxane et Christophe qui proposent d'autres modèles, mais voilà, par les business models, par le sourcing, par un travail de longue haleine d'innovation
voilà, dans tous les sens du terme, et qui gagne en fait la question, c'est voilà, comment on arrive en France à investir plus et à mieux montrer ce type de business model-là. Je suis un peu provoque, mais mettre moins de centaines de millions d'euros dans des startups de la tech qui vont faire des plateformes type Airbnb, mais plus investir sur des modèles industriels qui sont plus positifs et favoriser l'émergence de ces modèles-là, quoi. On parlait tout à l'heure du cœur d'usine. En fait, on avait beaucoup travaillé sur le cœur de l'usine, en fait, l'entreprise Industrie 4.0, mais plutôt sur la partie production. On n'avait peut-être pas une vision assez large. En fait, est-ce qu'on peut être circulaire si on n'a pas fait quand même ce travail de base? Je pose la question à tous les trois parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même avoir déjà digitalisé de façon importante. On parlait dans le fauchage d'IA, etc. Donc, est-ce que ça ne vient pas après, quelque part, si on n'a pas digitalisé son entreprise, de toute façon, ça ne sert à rien d'aller vers la circularité, on n'y arrivera pas, quoi. Je ne sais pas qui veut répondre en premier là-dessus. Bon, je me permets, mais c'est juste du bon sens. Il faut juste voir global. Après, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que le dollar ou l'euro qui parle, et donc tout ce bon sens, on vous oblige à le transformer en euros, même sur des échelles de temps qui sont très différentes. Mais ce n'est que ça. Malheureusement, on est obligé de digitaliser pour faire des modèles et pour prouver aux décideurs, aux financiers, aux politiques, que ce qu'on dit, c'est rentable. Mais nos grands-parents, ils ne jetaient pas à l'époque, hein. Ils avaient du bon sens et ils discutaient avec le voisin. Je suis désolé. Là, ça crée de nouveaux business. Voir complexe, communiquer complexe, ça va être de nouveaux savoir-faire. Et pour répondre à votre question, oui, on va être obligé d'y passer, mais c'est bien dommage, si ce n'est parce que ce n'est que du bon sens à la base. Roxane, sur ce lien digitalisation et puis le bon sens, mais ça, je pense que tous les trois, vous en êtes pourvus. Absolument, mais je ne peux qu'acquiescer à ce qu'on dit, à ce que vous avez dit, Monsieur Wajman. Et effectivement, la digitalisation, pour nous, c'est un des axes de transformation, mais ça doit faire partie d'un tout cohérent. Et nous, si on avait une demande en tant qu'industriel, c'est surtout de bénéficier d'un petit peu de pérennité, parce qu'on vit dans des pays où, c'est une chance aussi, où tout peut aller très vite, mais où on a des changements de loi, où on agit un petit peu dans le moment, dans l'instant T. Et là, on se rend bien compte, alors c'est malheureux, mais avec la crise du Covid, on se rend compte que finalement, il faut dégager des silos pour créer des cohérences communes. Ces cohérences, elles existent aussi quand tout va bien, en fait. Et ce serait même plus intelligent de le faire quand tout va bien que en situation de crise. Et nous, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est un petit peu effectivement de pérennité, parce que si, on l'a dit, je crois, au début, c'est vous qui le disiez, Guy, en introduction, une usine pour créer sa transformation, pour une transformation dans 10 ans, c'est maintenant. 10 ans, pour moi, c'est du très court terme, finalement. Et donc, effectivement, c'est de se dire où est-ce que je peux, où est-ce qu'on m'accompagne à aller pour dans 10 ans arriver à un stade certain, et surtout de ne pas changer les règles du jeu, de me permettre, en fait, finalement, d'investir aujourd'hui pour un avenir qui est à peu près certain, ou du moins, je puisse savoir où je dois aller. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est approvisionnement, nous, en tant qu'industriels, on serait ravis de pouvoir participer à une industrialisation encore plus forte, notamment maintenir certaines ressources en France, de faire en sorte d'avoir des industries qui soient plus vertes ici. Mais pour investir dans les industries qui sont prospères demain, on a besoin aussi d'avoir un petit peu de pérennité, voilà, pour savoir où on va. On n'a pas assez cette visibilité, en fait. C'est une visibilité que vous n'avez pas, mais de la part des pouvoirs publics, de la part de quoi Mais je crois que c'est assez général. On vit dans un monde où, alors qu'il y a aussi tous ses avantages, un monde de progrès, mais où effectivement, on vit quand même beaucoup dans l'instant. Et on le voit, alors là, c'est vrai avec le plan de relance, qui est quand même une force fantastique, une aide fabuleuse pour nos industries. Mais j'ai envie de dire, c'est presque dommage d'attendre cette crise sanitaire qui tombe sur une crise économique et sociale pour finalement développer des petites choses qui créent un petit peu de cohérence, qui dynamisent un petit peu, parce que c'est des choses qu'on pourrait faire, qui auraient pu être faites il y a quelques temps. Elles sont faites et c'est une bonne chose, mais voilà, continuons de prospérer et d'avoir un petit peu de volonté de pérennisation et de mise en commun. Voilà, moi je suis favorable, j'ai entendu, il faut couper des silos, absolument.
travaillons pour plus de cohérence vers des modèles gagnant-gagnant, ça fonctionnera. Alors, on va retenir de votre côté les silos qu'il va falloir couper. Juste chacun, Grégory, en un mot, votre conseil demain pour les entreprises qui y réfléchissent. Écoutez, moi je pense que ouais, en un mot, c'est vraiment innover sur les chaînes de valeur. C'est sortir du cœur d'usine et penser son écosystème, les nouveaux business models, travailler sa ressource différemment pour passer multilocal sur des business models de services et de territoire. Ça, pour moi, ça me paraît la marche à suivre très, très saine et positive, quoi. Et ouais, gagnant-gagnant. Et gagnant pour l'environnement aussi. Enfin, voilà, c'est gagnant dans tous les sens, ouais. Et Christophe, dernier mot, gagnant-gagnant. Gagnant. Emmener toutes les parties prenantes. C'est fini le B2B. Donc, je crois au partage de richesse. L'IA, aujourd'hui, la data nous le permet. Donc, ne le voyons pas que comme une contrainte. Et si ça ramène du bénéfice à nos collaborateurs ou aux usagers, ils donneront de la data aussi. Écoutez, merci en tout cas à tous les trois. Vous nous avez donné envie de réfléchir. On a appris des modèles pour y arriver, des aides qui existent. Je rappelle votre bouquin, Pivoter vers l'industrie circulaire, si j'ai bonne mémoire. Oui. Et puis deux exemples bien terrain, hein, dans la tonte et puis dans les chaises et la moquette. Merci à tous les trois. Je vous invite maintenant à nous suivre pour la visite d'une entreprise qui s'appelle Grain d'Orge et qui travaille dans la sous-traitance et dans le traitement de surface des bouchons de bouteilles de parfum. Merci à vous. Bonjour Serge Brigaud, merci de nous recevoir dans ce haut lieu du traitement de surface. Bonjour. J'ai noté que vous travaillez aussi bien l'acier, le zamac, mais votre spécialité, ça a l'air d'être plutôt le plastique. À 90%, c'est le plastique. Et dans le plastique, deux principaux matériaux que sont l'ABS, ce qui veut dire, c'est un mot aussi technique, mais on est dans les métiers techniques, ce qui veut dire acrylonitrile-butadiène styrène, et des polypropylènes spéciaux, ce sont des polypropylènes chargés. On traite également plusieurs types d'ABS. C'est la majorité des produits que nous traitons, c'est 90% de ce que nous faisons. Un petit peu de zamac, enfin du zamac, et quasiment peanuts, mais vraiment quand je dis peanuts, ça fait peut-être un an qu'on n'en a pas traité d'acier, donc on ne traite quasiment pas d'acier. Le métal qu'on traite en petite quantité, c'est exclusivement du zamac, donc un alliage de zinc. Alors, tout ce qui est plastique, justement, la clientèle, c'est qui? Alors, nous avons deux types de clients. Nous avons essentiellement les clients de l'injection plastique, qui sont plus que des injecteurs plastiques, ce sont on va le dire d'une manière un peu automobile, ce sont des ensembliers, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous envoient des pièces à traiter, parce que la particularité de Grain d'Orge, c'est que nous ne sommes qu'une entreprise de sous-traitance, nous ne faisons que ça, nous n'avons pas de produits propres. Donc tous les produits arrivent chez nous, nous les traitons et nous les renvoyons à notre client. Nous faisons ce qu'on appelle du traitement de surface électrochimique à façon. Nous sommes des façonniers, c'est des termes qu'on emploie. Donc la grande majorité de nos clients, ce sont des injecteurs de grosses ou moyennes ou petites sociétés qui nous confient ces pièces à traiter et qui, elles, vont faire ou non quelque chose dessus. Bien souvent maintenant, elles vont faire quelque chose dessus, elles vont les assembler, elles vont faire quelque chose pour l'expédier au client final, que comme vous l'avez pu le constater, comme vous avez pu le constater, Chanel, Hermès, Dior, Saint-Laurent, Calvin Klein, enfin on a un très très large panel de clients indirects. C'est-à-dire que le donneur d'ordre n'est pas Chanel. Notre donneur d'ordre n'est pas Chanel. Et en plus, on a une philosophie qui est assez simple. Notre client, c'est celui que nous facturons. Donc, alors à côté de ce marché qui représente 85% de notre activité, il y a 15% restants pour lequel on travaille pour les parfumeurs directs. Ce sont bien souvent des plus petites sociétés qui peuvent être quand même non négligeables en termes de chiffre d'affaires et qui travaillent essentiellement à l'export. Ce sont des gens qui sont venus chercher le Made in France. Et donc, elles vont nous confier des produits à traiter. Et là, on va, entre guillemets, discuter directement avec le parfumeur.
Et quand on regarde justement le panel, on est assez étonné. Il vous manque quelqu'un ou vous avez pratiquement... Non, on a pratiquement tout le monde, mais il faut savoir, et c'est le nerf de la guerre, il faut savoir que nous sommes sur un marché qui est concurrentiel. Aujourd'hui, des entreprises comme les nôtres en France sont peu nombreuses, on est peu d'acteurs, mais par contre, nous avons une concurrence étrangère qui est virulente, et en particulier italienne. Et cette crise Covid dont on parle, elle a affecté plutôt l'aéronautique, l'automobile. Là, vous l'avez senti Ah oui, alors très clairement, si vous voulez, j'ai été, je ne le suis plus depuis la fin de l'année dernière, je ne suis plus le président du syndicat qui s'appelle l'UITS, Union des industries et technologies de surface. Je l'ai été pendant de nombreuses années, et j'avais toujours pour habitude à dire à mes collègues du traitement de surface que nous sommes vraiment comparables. Dans tous les chiffres, ça s'est avéré vrai. On est vraiment comparable aux industries de l'aéronautique, puisqu'on a baissé notre chiffre d'affaires en 2020 de 40%. Donc, si vous voulez, on ne parle pas de 10% de baisse, on parle d'une baisse énorme, très importante. Donc, l'impact Covid chez nous a été fort, et vous allez tout de suite comprendre, il y a eu une paralysie quasi totale dans le monde, puisque nos produits vont évidemment dans le monde, par nos clients, ils vont dans le monde. Vous allez acheter un parfum de chez Hermès, aussi bien à San Francisco qu'à Paris, qu'à Moscou. Tous ces métiers-là, enfin, pardon, toute cette activité-là a eu un coup de frein énorme par l'arrêt total des aéroports et des avions. Il ne faut pas oublier ça. Comme les fameux duty-free, ce qu'on appelle le travel retail, a été complètement stoppé et repart tout doucement, pour la plupart, pas encore redémarré. Donc, si vous voulez, toutes ces ventes qui se font dans les aéroports, vous savez, comme chacun, maintenant, pour prendre l'avion, il faut s'y prendre 2 heures à l'avance, parce que sinon, on rate. Oui, c'est l'occasion rêvée de... Voilà, donc on traîne dans les... et puis on fait une emplette pour son épouse, pour sa maman, Donc, tout ça, ça s'est arrêté. Bon, c'est un chiffre très important, on a du mal à connaître le volume exact, mais c'est un chiffre qui est très très significatif. On ne parle pas de quelques pourcents, on parle de plusieurs dizaines de pourcents. Donc les circuits de redistribution, bien entendu, vont évoluer, comme toujours. On a eu, et c'est tant mieux, depuis donc pour être clair, l'année 2020 s'est soldée par une perte. Comme nous avons été depuis très longtemps, puisque Grain d'Orge est né en 1929, pas moi, nous avons été toujours extrêmement prudents et nous avons toujours constitué des réserves. Et donc, si vous voulez, cette crise ne nous a pas fait demander un PGE ou des aides particulières, etc. On a traversé la crise parce qu'on a une trésorerie qui est forte. Et fort heureusement, mais en 2020, nous avons perdu de l'argent, c'est très clair. Et fort heureusement, à partir de 2021, nous avons retrouvé un volume plus grand, parce que c'est le volume qui nous a manqué. Nous avons retrouvé un volume plus grand et depuis le début de l'année, nous ne perdons pas d'argent. Je me suis promené un petit peu sur votre site et j'ai vu qu'il y a quelques années, vous étiez à moins de 100 personnes. J'avais noté 65 à un moment, il devait peut-être y avoir 5-6 autres. Et en même temps, vous installiez des robots. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que vous avez dépassé la centaine de salariés. Ça veut dire que c'est un bon exemple chez vous. C'est que l'automatisation, la clé, c'est la modernisation. Mais bien sûr, vous savez, vous me posez la question et j'ai eu plusieurs fois à y répondre parce que c'est l'exemple type, si vous voulez, d'une affirmation qui n'est pas toujours vraie, Bon, d'une part, il y a à traiter des tâches pénibles, des tâches dangereuses. Donc là, la robotique, tout le monde crie bravo. On est tous d'accord sur le sujet. Et puis après, quand on traite chez nous 2000 mètres carrés par jour, alors je m'en excuse, on parle en mètres carrés. Pourquoi ? Parce que on fait du traitement de surface. Et comme les pièces chez nous sont pas lourds, on cause en surface traitée. On calcule pas en surface de pièces, mais en fait, si vous voulez, on a une capacité de traiter grosso modo 270 000 pièces par jour, 270, 300 000 pièces jour. Donc ça fait quand même des pièces. Mais c'est pas un chiffre qu'on enregistre chez nous. C'est les 2000 mètres carrés. Voilà, c'est les 2000 mètres carrés. Et si vous voulez, quand on fait des volumes de ce genre, bien entendu, la robotique nous permet de traiter des séries de la parfumerie qui aujourd'hui sont 15 000, 20 000, 25 000 pièces jour pour un parfum.
Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas ces équipements-là, alors on peut le faire, hein, mais si vous n'avez pas ces équipements-là, c'est plus difficile. C'est plus compétitif. Et donc voilà, la compétition, etc., etc. Donc, si vous voulez, le robotique, effectivement, chez Grain-d'Orge, n'a pas rimé avec destruction d'emplois. C'est parfaitement clair. Et quand on parlait de compétitivité, justement, on vient d'avoir un débat là sur le développement durable et puis surtout sur l'industrie circulaire. Comment vous réglez ces problèmes écologiques? Et puis, d'autre part, est-ce qu'on a la France, il n'y a pas un peu trop de règles, hein, soyons clairs? Parce qu'il y a des moments où la compétitivité, vous la retrouvez là-dessus. Il y a des pays peut-être moins regardants. C'est parfaitement exact. Vous soulevez une question et vous apportez même une réponse. D'une part, on est une entreprise dans le traitement de surface électrochimique qui sommes soumises à des règles absolument draconiennes. Il est hors de question qu'on fasse ce qu'on veut. Donc on a des règles qui sont très strictes. On est contrôlé en permanence. Tout le temps. Et si vous voulez, pour entre guillemets avancer dans toutes ces choses-là, Grain-d'Orge a fait des programmes d'évolution de la chimie, puisque nous sommes concernés par REACH, nous sommes concernés par tout un tas de réglementations, nous sommes concernés par l'utilisation de certains métaux ou certaines substances chimiques qui vont être ou qui sont interdites. Donc on est sur des programmes de substitution, et donc Grain-d'Orge à ce niveau-là fait partie des quelques entreprises en Europe qui sont sur ces programmes de substitution. C'est des gros chantiers, c'est des gros investissements, mais c'est la survie à terme de l'entreprise. Alors effectivement, vous faites bien de le dire, malheureusement, même en Europe, puisque notre échelon c'est l'Europe, on n'est absolument pas soumis aux mêmes règles. Alors je ne parlerai pas de pays bien plus lointains, où par exemple, sur une interdiction qui va nous frapper dans très peu de temps, qui est l'interdiction d'utiliser de l'acide chromique, les Chinois, l'acide chromique, pour l'instant, alors à terme peut-être, hein, mais pour l'instant on n'en cause pas. Aux États-Unis, on n'en cause pas, etc., etc. Et puis on a, et ça a fait l'objet de maintes discussions, et ça fait l'objet de courriers au ministère. Là, c'est l'ancien président du syndicat qui vous parle. On a un effet en France qui est extraordinaire, qu'on appelle la surréglementation, où il y a une loi européenne qui sort, et puis sur certains exemples, eh bien, on surenchérit, c'est-à-dire qu'on met une couche, c'est-à-dire qu'on dit 2 microgrammes par nanomètre cube de substance dans l'air d'un produit, et ben nous, on dit non, 1. Alors, vous posez la question, pourquoi 1 ? Il n'y a personne qui vous répondra, et les autres pays européens n'ont pas mis 1. Mais on n'est plus dans un régime royaliste, mais on est souvent plus royaliste que le roi. Ça donnerait envie, quelque part, de produire certaines parties. Sauf que dans nos métiers, la proximité est importante. Et si vous voulez, effectivement, c'est clair que si on produit dans certains autres pays d'Europe, sans parler d'aller beaucoup plus loin, les contraintes sont moindres. Le souci, entre guillemets, c'est que nous sommes quand même des industries de sous-traitance, de proximité. Bon, et donc, si vous voulez, nos clients injecteurs sont principalement français, même si on a travaillé pour les États-Unis, parce qu'ils avaient une usine en Pologne, parce que on travaille pour Malte, on travaille pour l'Allemagne, pour certaines spécificités. Mais si vous voulez, le cœur de notre métier est en France, et aussi, il faut bien le dire, parce que sans qu'on en ait parlé beaucoup, les clients finaux ont quand même une forte fibre française, puisque on peut le dire, la parfumerie en France, c'est Cocorico, on est leader au monde. Quand je dis on, c'est pas Grain-d'Orge. Hein. Bon, le secteur de la parfumerie cosmétique est leader au monde en France, donc il y a une certaine, si vous voulez, fidélité dans les fournitures françaises. Du coup, pour vous développer, si vous voulez vous développer, l'export, ça reste minoritaire. C'est minoritaire. Vous pouvez trouver d'autres marchés, en fait. C'est d'autres marchés. Et donc, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut bien savoir, et quand on regarde les chiffres, alors les chiffres, c'est pas ça qui nous nourrit, mais quand on regarde les chiffres, on voit sur le bilan de Grain-d'Orge une relativement faible part à l'export, quelques pourcents. Mais c'est pas ce chiffre-là qu'il faut regarder. C'est derrière notre chiffre global de savoir qu'il y a, c'est ce qui est communément dit dans la profession,
il y a 70% des produits qui sortent d'ici qui vont à l'export. 70%. Donc, si vous voulez, l'export, il se fait à travers nos clients. Donc, nous, installer une usine de traitement de surface ailleurs, il y a des gens qui le font dans des métiers bien spécifiques, dans des niches bien spécifiques, dans l'aéronautique, dans les traitements automobiles. Mais dans notre cas, c'est relativement local. Alors avant de faire la visite, parce qu'on attend tous d'aller visiter un petit peu cette belle usine, on entend déjà les bruits depuis tout à l'heure, donc elle nous appelle. Elle nous appelle. Un peu une question que j'ai posée aux autres intervenants lors des derniers Global Industry 360, c'était justement qu'est-ce que vous attendez demain, qu'est-ce que vous avez besoin en tant que PME, qu'est-ce qui vous manque? Des compétences, du foncier, du financement, quel est vraiment le frein aujourd'hui pour se développer? Alors, c'est ni le foncier, parce que quand j'ai acheté ici les terrains, grâce à un de mes actionnaires de l'époque, j'ai acheté beaucoup de terrains. J'en voyais pas bien l'utilité, mais mon actionnaire me disait le seul risque que vous prenez, c'est de faire une bonne affaire. Et croyez-moi, il avait entièrement raison. Donc, j'ai du foncier. On a une structure financière qui nous permet d'investir. Ce qui nous manque, c'est des compétences, parce que c'est compliqué de trouver des gens dans notre métier. Les écoles de formation sont pas légion en France, il y en a très peu. C'est un petit milieu, donc pas beaucoup d'entrants. Par contre, et ça aussi c'est une chose qu'il faut dire, les entrants, ils ont souvent du boulot. Donc on dit toujours c'est dur, c'est dur, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais si vous voulez, quand on voit les promotions de gens qui font du traitement de surface à Saint-Chély-d'Apcher, à Besançon, etc., ces gens-là, ils trouvent du boulot dans le métier qu'ils veulent faire. Par contre, ils sont pas nombreux, donc il y en a pas plein à tous les coins de rue, et donc on a, comme beaucoup d'entreprises comme ça, nous faisons des formations en interne extrêmement importantes, que ça soit de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur cadre, si vous voulez. Ils ont une formation de base, et on va l'adapter à notre métier en mettant les mains dans le cambouis, comme on peut dire. Voilà, la pérennité, voilà. Du savoir-faire. Écoutez, je vous remercie. On va aller peut-être faire cette visite. On est pressé, on y va. Je vous remercie. On donne Global Industry 360 pour cet entretien. Et puis, on va aller mettre les pieds dans le traitement de surface. On va aller voir, je crois, on voit de l'or. J'ai lu, je ne sais plus ce que vous avez comme type de produit, des chromes, du nickel, de l'or brillant, de l'or velours, de l'or rose. L'or rose, aujourd'hui on n'en fait plus, c'est des questions de mode. On a remplacé cet or rose par un or plus pâle qui est en particulier fait pour faire des pièces in fine pour quartier. Alors on y va. Tout commence ici, puisque c'est l'endroit où on fait les études de prix que nos clients nous demandent de faire. C'est-à-dire qu'on reçoit un plan, on reçoit une pièce, le plus souvent un plan. Et donc, Véronique, ici présente, fait l'étude du dossier à tout niveau, c'est-à-dire ce qu'il faut faire dessus, comment on va le positionner sur les outillages, combien on va en produire à l'heure, etc., etc. Et donc, on va sortir un prix, et c'est à partir de ce devis qu'on va transmettre au client que l'on va être retenu ou pas. Un des grands principes de nos installations, c'est de faire du montage en automatique avec des robots, des petits robots 5 axes qui sont là, 6 axes pardon, qui sont là. Tout ça, ces petits robots-là, avec évidemment un logiciel, on a passé une commande globale. Le principe est le suivant, c'est que, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on regarde, il y a des caméras qui regardent les pinces, les outillages. Les pinces des outillages, c'est ça. Et on va donc regarder les pinces, on va déterminer si elles sont dans le volume, on est en 3D, on va déterminer si elles sont dans le volume qui est adapté. Ensuite, on va regarder s'il y a une pièce à prendre, là c'est un capot Chanel pour tout vous dire. Et ensuite, on va prendre la pièce et on va la monter sur l'outillage. Alors on atteint des cadences qui sont évidemment très importantes. Et on a pas mal au bras pour faire l'opération, parce que c'est un des grands problèmes de notre activité. Là, ça veut dire que vous travaillez en série sur un type de modèle? Oui. Vous allez faire un modèle pendant le Chanel, là vous allez le faire pendant une journée, 2 jours? Non, si par exemple il y a 5000 pièces à faire par jour, on va demander au robot de faire ces 5000 pièces,
Et là on va voir une barre qui va arriver, vous allez voir. Et en fait, si c'est la dernière barre de Chanel, on va changer la tête de posage du robot. On vient poser la tête dans le magasin, tout se fait automatiquement. Hein. Et on vient chercher une autre tête, puisque chaque pièce a sa tête pour être mise sur l'outillage, puisque chaque outillage est spécifique. Donc on fait un changement d'outil, comme on dit, en 2 minutes 30. Donc c'est extrêmement rapide. Et vous passez combien de pièces différentes là-dessus? On en passe, on est capable de passer des dizaines et des dizaines de pièces différentes. Le tout, c'est de construire les outillages. Et évidemment, on construit les outillages quand il y a des séries importantes et qu'on peut donc les rentabiliser. Donc, vous voyez, vu sur une autre vue, on va avoir un changement d'outillage dans très peu de temps. On va faire ce petit poussoir qui lui aussi a été mis sur nos machines qu'on appelle les machines de dévraquage. Donc c'est la machine que je vous ai montrée là-bas, il y en a une ici. Celle-ci, elle est dédiée à l'unité qui est là-bas, alors que celle-ci, elle n'était pas dédiée à l'unité qui est là. Parce que Paris, c'est pas fait en un jour. On a d'abord investi cette machine-là, qui est récente. Hein. Ensuite, on a investi celle-là pour les pièces en vrac. Puis quand on a refait un investissement conséquent en 2018, on a réacheté, si vous voulez, un ensemble complètement packagé. Et là, c'est les pièces qui vous arrivent Alors là, c'est les pièces de votre fournisseur. Absolument. Notre client nous a envoyé ces pièces-là en vrac. On les a mis sur un plateau qui est à nous. Et donc, on va alimenter les machines de pose avec ces pièces-là. Donc voilà, vous allez avoir les robots vont venir poser la tête, on va l'appeler la tête Chanel, d'accord? Ils vont venir la poser et prendre la tête du poussoir, qui est un poussoir pour Bulgarie. In fine pour Bulgarie. R1 et celui d'en face. Ensuite, pareil, pour pas qu'il y ait de collision. Donc comme je vous le disais, hein, on a trois possibilités, donc 3 rangements. Et donc, quand on fait un changement de série, les têtes sont dans la machine. Hein. Là, l'opération qu'on a faite là, donc là, vous avez la barre d'outillage nouveau modèle, si je puis dire. Et vous allez avoir les pièces qui vont arriver. Je vous ai dit une bêtise, la pièce qu'on va monter là, c'est une tête du parfum Invictus de chez Paco Rabanne. Quand on est en fonctionnement normal, entre la pièce qui était avant et celle-ci, il y a à peu près 2 minutes 30, tout compris. Voilà, c'est parti. Alors, ce qui est également intéressant de noter, c'est que ces robots 6 axes, ce sont des robots qui fonctionnent par apprentissage, c'est-à-dire que c'est nous qui avons créé le mouvement que la dame fait quand elle les monte à la main. C'est-à-dire que là, quand il y a une nouvelle pièce, vous avez des gens chez vous spécialisés qui font le programme. Exactement. On est toujours partiellement aidé par Siléane, mais de moins en moins on l'est, parce que le but de la manœuvre, c'est qu'on soit complètement autonome pour toutes les opérations. Et il y a des gens chez nous qui sont allés faire des stages chez Fanuc, qui sont allés faire des stages chez Siléane, et qui savent donc manipuler ce genre de programme. Alors, certains clients nous livrent des pièces en vrac. Ça, c'est un cache-écrou en plastique, une des rares pièces que l'on traite pour quelqu'un qui travaille pour l'automobile, puisque c'est un cache-écrou. Donc, ces pièces-là arrivent en vrac. On va, pareil, avec des caméras 3D, venir les positionner sur un chargeur. Le chargeur, on va le retourner en un coup sur le plateau. Nos plateaux, c'est pas un plateau client, alors que là-bas c'était des plateaux clients. Et donc là, on va le retourner et on va constituer des plateaux qui ensuite vont aller alimenter les machines de pose qui sont là-bas de la même manière. Vous en doutez bien, quand on pose de 300 000 pièces par jour, il faut qu'il y ait de l'alimentation. Donc on a par exemple un robot de transport qui est entièrement automatisé, il est guidé par un laser lui aussi, et donc il vient déplacer, il amène les palettes quand on va traiter les pièces, et également il vient poser les palettes d'un autre endroit que je vais vous montrer tout à l'heure. Quand on ne monte pas les pièces avec des robots, on les monte à la main, par exemple ici sur une barre, donc il y a des personnes, avec des ascenseurs pour que les gestes et postures soient les plus agréables entre guillemets possibles. Donc là, les dames sont en train de monter les pièces du bas. Quand elles ont monté les pièces du haut, il y a un ascenseur qui a descendu. Il y a une dame qui a la commande sur l'ascenseur.
tous ces postes-là sont des postes de montage manuel. Une fois que les barres sont montées, elles vont partir tout au bout, elles vont être prises par le robot du bout et elles vont faire tout le circuit de traitement des pièces. Et quand elles vont avoir fini le circuit de traitement, elles vont revenir par le transfert numéro 5, où là la robotique va reprendre, voilà un chariot entre guillemets qui arrive pour prendre les 2 charges à traiter. Il arrive là, vous voyez, là, sur le 8. Le 5, lui, il attend les pièces traitées, on aura l'occasion d'en voir. Ils vont revenir ici, les pièces traitées vont faire toute une boucle, vont revenir ici, et ensuite vont aller au poste. Ça, c'était une volonté de notre part, de ne surtout pas interrompre le process. On a une parfaite continuité, il n'y a aucun arrêt. Donc si vous voulez que les barres d'outillage partent pour être montées en automatique, ou qu'elles aient été montées pour faire du montage manuel, il n'y a aucune interruption, il y a le même chemin. Donc ça, c'est un bâtiment qui est rentré en fonction en 2018, qui est tout récent, qui est le stockage des pièces brutes, en sachant que le stockage des pièces traitées chez nous, c'est très rapide, puisqu'elles ne sont pas arrivées, qu'il faudrait qu'elles soient déjà reparties. Tiens, voilà mon chariot qui revient tout seul. Il va venir apporter au bout du contrôle là-bas les alvéoles dont on va avoir besoin pour récupérer les pièces du client. On va les remettre sur ces alvéoles pour pouvoir les expédier. On est à l'arrivée et on va aller entre-temps voir toute la ligne de production. Mais voilà des produits qui sortent. Ceux-ci sont dorés. Donc dorés, quand on dit ils sont dorés, ça veut dire qu'ils ont eu toujours un sandwich de métaux. Pour faire simple, après avoir rendu conducteur le plastique, on va faire par un nickel chimique, on va faire un dépôt d'un premier cuivre, puis d'un deuxième cuivre, puis d'un nickel, puis de la dorure en ce qui concerne cette pièce-là. Les dames qui sont là démontent les pièces, les contrôlent unitairement et les positionnent sur les plateaux de notre client. Ça va partir en zone de pré-expédition là-bas. Il va y avoir un contrôle final qui va être fait dans un local qui est là-bas, suivant l'étape de prélèvement du client. Et puis on va expédier la marchandise. Quand les pièces ont été traitées, bien entendu, il y a du métal sur les pièces, c'était le but de la manœuvre, mais il y a également du métal sur les outillages, sur les pinces d'outillage. Donc, technologiquement parlant, nous allons renvoyer automatiquement dans le cycle les outillages, c'est ce qui est en train de se faire là. Les outillages vont repartir. Ils ont du métal sur les bouts des pinces. Ils vont repartir de l'autre côté pour être nettoyés de façon à ce qu'on raccroche des pièces sur les outillages propres. Systématiquement dans le cycle, c'est nettoyé. Donc les outillages, une fois qu'ils ont été nettoyés de l'autre côté, on va aller le voir, ils reviennent ici sur ce transfert qui est là. Ils reviennent ici. Et la robotique là, qui est au-dessus va venir chercher ces outillages propres pour soit les mettre dans la zone de montage manuel, soit les envoyer sur les 2 machines de montage automatique. Et ça tourne 24 heures sur 24 quand on tourne 24 heures sur 24. Ça veut dire que vous avez une gestion même des cadres, en fait, automatique? Impérative. Donc les pièces ont été montées. Les pièces ont été montées en automatique ou en manuel. Elles arrivent toutes ici et elles vont être engagées dans la ligne. Cette première ligne est une ligne de stockage. Voilà, des coiffes Invictus qui vont être stockées. Et puis ensuite, elles vont aller automatiquement sur la ligne numéro 2. Toute cette ligne-là, c'est la ligne qu'on appelle de préparation chimique, c'est-à-dire, dans notre jargon, qui consiste à faire des microporosités à l'intérieur des plastiques, en attaquant soit le butadiène, soit la charge minérale qui est sur le polypropylène. C'est pour ça qu'on ne traite pas tous les matériaux plastiques. Ça a été développé pour certains matériaux. On va faire des microporosités. On va venir accrocher dans les microporosités un colloïde d'étain et de palladium. On va stripper l'étain. On va laisser des sites actifs de palladium. Et sur ces sites de palladium, on va déposer électrochimiquement, là, on a besoin de courant électrique, le premier cuivre. Et après, on va continuer
par un transfert, on va faire le tour sur la ligne numéro 3. Mais alors quand on voit les pièces tout à l'heure qui sont différentes, il y en a une qui est chromée argent, une autre qui est dorée, le processus il est le même au départ? Tout à fait. Je ne veux pas vous noyer de détails, mais on va dire presque pareil. Les pièces arrivent de cette ligne ici, rappelez-vous la ligne de préparation chimique, et ensuite on va venir déposer du cuivre à épaisseur par des systèmes d'électrochimie. La pièce est mise à la cathode, et par l'électrolyte qui est là, et par le courant électrique qu'on fait passer entre l'anode et la cathode, on va venir faire perdre un électron au cuivre, métal, c'est du cuivre pur, on va lui faire perdre un électron, il va donc être soluble dans le bain, et il va venir à la cathode récupérer son électron de façon à redevenir cuivre métal. C'est le principe même de l'électrochimie et de l'oxydation-réduction. À part la ligne chimique dont je vous ai parlé en début, ici, tous les procédés sont électrochimiques. On fait aussi bien du nickel brillant que du nickel velours. Donc, sur le train de cuivre qui est là, quand elles sortent du cuivre, elles peuvent aller dans le nickel brillant ou elles peuvent aller dans le nickel velours. Ça dépend de la demande du client. Et ensuite, sur ce nickel, on va déposer du chrome. On a deux technologies pour déposer du chrome chez Grain d'Orge. Un avec du chrome hexavalent, mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un procédé qui va disparaître rapidement. Donc on est déjà équipé pour déposer avec du chrome trivalent, c'est-à-dire qu'on transforme l'espèce trivalente en chrome métal, parce que le chrome trivalent n'est pas dans la classification REACH, il n'est pas classé. Alors que le chrome 6, donc l'hexavalent, est bien sûr classé CMR. Tout est automatisé, il y a de la surveillance, on surveille le process en permanence. Dans le principe, quand on lance une barre au montage, elle termine sa vie. Alors quelque chose qui fait souvent très peur, mais vous voyez quand même que d'abord c'est maîtrisé, c'est sur des rétentions, etc. Mais les produits chimiques chez Grain d'Orge, ils sont là. Et ils ne sont pas mélangés avec les pièces clients. Là-bas, c'est les clients. Ici, c'est les fournisseurs. La chimie. Des carrés de cuivre qu'on remet dans les paniers pour alimenter, puisqu'on le met sur les pièces, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Donc voilà des carrés de cuivre qu'on recharge. Je vous propose d'aller faire un tour dans un lieu qui, s'il n'était pas là, interdirait le fonctionnement de Grain d'Orge. Il est impensable de faire du traitement de surface sans avoir une station d'épuration des eaux. Donc en sous-sol, nous stockons par gravité l'ensemble des bains qui sont traités, l'ensemble des eaux de rinçage. Tout arrive ici. Elles subissent un traitement physico-chimique, donc elles sont séparées. On a des réacteurs adaptés à chaque polluant. Ensuite, on va faire une décantation dans le décanteur qui est là devant vous. Ensuite, on va faire une boue dans le bac que vous voyez là qui bouillonne, qui est bleu. Et cette boue, par la pompe à boue, on va l'envoyer au filtre. Et le filtre va faire des galettes de boue qui vont constituer le déchet ultime qui sort de chez nous. Voilà les galettes de boue. Voilà le déchet ultime de chez Grain d'Orge. Aujourd'hui, elles vont dans des décharges de catégorie 1, c'est-à-dire qu'elles coûtent très cher à éliminer. Il y a déjà des gens, dans notre métier, qui recyclent ces boues. Là où est l'ambiguïté absolument extraordinaire, c'est que plus vous traitez proprement, et moins vous avez de polluants à la sortie, c'est-à-dire moins vos boues sont chargées en hydroxyde métallique. Les boues, elles sont chargées en hydroxyde de cuivre, en hydroxyde de nickel, à 90%. Si vous traitez extrêmement finement, vous avez des teneurs en métaux qui sont faibles et qui n'intéressent pas les recycleurs. J'ai un collègue qui traite beaucoup moins bien que moi, l'eau, toutes ces eaux. Il a des boues qui sont beaucoup plus chargées en cuivre et en nickel. Elles sont recyclées. Donc, si vous voulez, c'est complètement paradoxal, mais il ne faut jamais avoir en dehors de l'esprit que le recyclage, c'est aussi et d'abord une question de coût. C'est-à-dire que si, par exemple, l'or, c'est de l'or pur, 99,9%. Il n'y a pas un ppm d'or qui sort de chez Grain d'Orge. Pourquoi? Parce que les machines pour récupérer l'or, elles sont amorties très très rapidement compte tenu du cours de l'or à 50 000 € du kilo. Donc si vous voulez, le coût pour traiter l'or existe, et vous récupérez 50 000 € du kilo.
Dans ce local ici, qu'on appelle le laboratoire a deux fonctions. Une première fonction, c'est de faire les analyses des bains. Certains bains sont faits tous les jours, d'autres toutes les semaines. Très clairement, les analyses qu'on fait ici sur les bains, c'est de l'analyse de surveillance de processus. C'est-à-dire qu'on regarde si on est dans les limites de surveillance. On prélève le matin, il y a quelqu'un qui fait le tour avec un panier, entre guillemets, qui prélève les petits flacons et qui vient faire les analyses qu'il doit faire. La deuxième fonction du laboratoire, qui est également fondamentale, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, sans cette fonction-là, Grains d'Orge n'existerait pas, c'est l'analyse de notre rejet. Tous les jours, nous vérifions par absorption atomique, l'appareil qui est là, donc tous les jours, cet appareil-là, il marche tous les jours, pour faire une analyse des métaux que contiennent pour Lyon, puisque c'est la base de notre arrêté d'exploitation. Serge Brigaud, merci en tout cas pour cette visite. C'était un plaisir. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette visite chez Grains d'Orge. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, je vous donne rendez-vous le 9 novembre prochain pour une prochaine émission de Global Industrie 360. Entre-temps, on aura un événement physique, démasqué, qui s'appelle Global Industrie, qui se tiendra du 6 au 9 septembre prochain à Lyon. Au revoir.